Bonsoir Craig. Je n'attendais plus que toi. Parce que maintenant moi je parle aux bots, hein. Ce sont des personnes, ils ont une personnalité, pardon. Je commence et je les mets genre déjà. Eh bien écoutez, bonsoir chers amis. Programme chargé, mais je vais essayer d'être concis comme d'habitude. Comme je l'ai dit et je vais le répéter, pourquoi cette conférence? Eh bien parce que nous allons devoir réfuter les affabulations d'un marchand d'huile d'olive que nous connaissons tous. Et ce marchand d'huile d'olive a une fascination pour le grand érudit de la Renaissance qui était Pic de la Mirandole. Et donc, il y aura une conférence de ma part, qui va pas avoir lieu tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà que l'autre sinistre personnage vous présente le personnage, enfin Pic de la Mirandole. Mais je vais en faire une première sur lui qui s'attachera à étudier les relations de Pic avec la Kabbale et un peu le néoplatonisme. Et dans la deuxième, on verra un peu les erreurs philosophiques de Pic et comme quoi c'est un auteur assez, comment dire, pas ambivalent, mais insatisfaisant, médiocre, on pourrait dire, hein, voilà, ce qui n'est pas du tout étonnant connaissant ce fameux marchand d'huile d'olive. Mais au-delà de ça, je voulais déjà parler de Thomas d'Aquin et Averroès. Et je me suis dit, on va faire un peu un triplé, une série Netflix en plusieurs épisodes. Donc, premier épisode de ce soir, le néoplatonisme. Ensuite, on parlera des querelles autour du platonisme et surtout d'Averroès avec Thomas d'Aquin à l'époque médiévale. Et avec ces deux volets, vous aurez les éléments philosophiques les plus importants pour comprendre quelles étaient les références de Pic de la Mirandole, quel était son projet philosophique et en quoi il s'est lamentablement vautré. Et donc, premier volet qui va être complexe, parce que je ne vais pas refaire une histoire du néoplatonisme, ce serait trop long, et on se perdrait, et je me perdrais avec vous. Je vais prendre les éléments principaux du néoplatonisme qui nous intéressent. On va voir ce que Saint-Augustin en a fait, et vu qu'on a déjà parlé plein de fois de Saint-Augustin, vous ne serez pas perdus. Et après, on va un peu parler d'Aristote et des querelles entre Platon et Aristote parce que c'est important pour aussi comprendre l'univers mental de Pic. Donc c'est un peu le titre de la conférence, hein. Introduction à la mystique néoplatonicienne et entre parenthèses, problème aristotélicien. Donc je respecte mon programme. Je salue d'ailleurs Béchamel qui vient d'arriver. Alors le néoplatonisme, sujet complexe, énormément d'auteurs, plusieurs écoles de pensée dans le néoplatonisme, mais globalement, tout commence avec un homme, une légende, Plotin de son nom, hein, auteur du IIIe siècle, qui a en fait fondé ce qu'on s'est mis plus tard à appeler le néoplatonisme. Alors Plotin, on connaît peu d'éléments de sa vie. Le peu qu'on puisse savoir de sa vie nous vient de son disciple Porphyre, qui était voilà son grand disciple à Rome et en Italie, et qui a écrit une vie de Plotin, qui est un ouvrage assez court, et c'est difficile de savoir ce qui est de la légende et ce qui est de la vérité. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est surtout la philosophie qui nous intéresse, et lui-même Plotin ne parle quasiment jamais de lui dans ses œuvres, dans ses Énéades. Donc on va pas vraiment s'y attacher, je donne juste quelques indications. Il serait né en Égypte au début du IIIe siècle après notre ère, donc après Jésus-Christ. Il s'installe à Rome en 246, en terre stoïcienne, puisque le stoïcisme était très populaire à l'époque, pour y enseigner les principes d'une philosophie platonicienne et y inaugurer la tradition qu'on va plus tard appeler le néoplatonisme. Et il se basait énormément sur les dialogues platoniciens pour fonder sa philosophie et pour faire réfléchir ses disciples, puisqu'il avait une école de pensée, une école philosophique comme plein de maîtres à l'époque. De 254 jusqu'à la veille de sa mort en 270, Plotin rédige un ensemble de textes que son disciple Porphyre éditera vers l'année 300, en les distribuant en 54 traités regroupés en 6 neuvaines, les Énéades. Ce sont les Énéades de Plotin que vous pouvez trouver aux belles lettres. Dans ces traités, Plotin se propose de guider l'âme de son lecteur sur le chemin d'une ascèse qui doit la conduire vers son principe, l'intellect, et lui permettre alors de percevoir, pour s'y unir, le principe de toute chose qui est l'un. Alors l'un, c'est l'un comme le chiffre 1 avec un grand U, l'un au sens le moteur primordial. Vous avez compris que c'est un peu une idée divine, et c'est le plan qu'on va suivre. On va partir de la philosophie de Plotin et de sa question d'union avec Dieu, et ensuite on va voir comment Saint Augustin la reprend, et après on va un peu passer à autre chose avec Platon et Aristote. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Donc voilà, Plotin le Goth, exactement. Ton prof de philo antique a fait une thèse sur Plotin. Ben, je connais sans doute de nom, alors tu me mettras le nom en MP. Alors, je commence directement par une citation de Plotin. Vous avez compris que sa vie, on s'y intéresse pas vraiment, c'est pas du tout le sujet de la conférence. Citation de notre ami Plotin.
Dans l'union extatique, il n'y a pas d'espace entre l'âme et le suprême. Il n'y a plus désormais deux êtres, mais tous deux sont unis en un seul. Ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre aussi longtemps que l'un existe. Cette union est imitée dans notre monde par les amants et les êtres aimés quand ils cherchent à s'unir en un seul être. Alors, Plotin, il faut le prendre avec des pincettes. Une difficulté spéciale vient en fait de ce que Plotin nous met en garde même contre ce qu'il nous en dit. Car aussi longtemps qu'il parle d'objets situés dans le temps et l'espace, d'un spectacle distinct du contemplatif, il nous prévient qu'il ne peut s'agir encore de la contemplation qui triomphe dans l'unité. Par ailleurs, quand cette unité, alors quand ce qu'il entend par unité, c'est le fait que à force de cette ascèse platonicienne, l'âme humaine en vient à se fondre dans l'un. L'un, c'est un peu le principe divin cher à Plotin. C'est pas, il n'appelle pas Dieu, il appelle l'un. Vous allez voir que c'est un principe, on peut plus ou moins les associer. Quand cette unité se réalise, sa simplicité même la rend inexprimable. Au moment où l'on voit, on a le loisir, je cite Plotin, ni d'en rien dire, ni même d'y penser, car on est abîmé dans l'unité. Et après coup, quand on essaie de traduire son expérience, il est impossible d'en donner une transcription fidèle, car jamais avec du multiple on arrivera à refaire l'unité. Ce qu'on en dit ne peut donc être qu'une interprétation que les préjugés philosophiques contribuent pour une large part à construire. Dans cette construction, comment discerner l'apport de l'expérience? Question qui va être très importante pour la suite quand on verra les rapports avec Aristote. Et à supposer qu'on y arrive, comment l'exprimer avec des mots? Comment exprimer cette union avec le principe unique avec des mots humains? Ici, plus que partout ailleurs, il faudra se contenter d'approximations. Et selon l'expression de Plotin, d'indiquer la route et de suggérer. Là, j'en reviens avec une autre anecdote qui est tiré d'un ouvrage exceptionnel dont je vous parlerai en fin de conférence, hein, qui va un peu servir de fil conducteur à cette série de conférences qui partent de Plotin et qui vont petit à petit arriver jusqu'à Pic de la Mirandole. Rien que ça. C'est pour ça que j'en parlerai à la toute fin de la conférence. Au Congrès international de philosophie de 1900, le philosophe Chatterjee, qui était professeur en Inde, pour donner à ses auditeurs occidentaux une idée de ce que peut être pour un sage hindou le troisième degré de la vie philosophique, en vient à dire ces mots. La conscience et la vérification de la réincarnation, par concentration et intuition immédiate, faisaient appel à l'exemple suivant. Qu'on fixe sa pensée sur une idée bien définie et abstraite, qu'on se livre à cet exercice quotidiennement et à la même heure, on constatera une concentration de plus en plus grande de l'attention. On perdra conscience de son organisme et du milieu où l'on se trouve, et pourtant, le pouvoir de connaître ne sera nullement oblitéré, mais bien au contraire aiguisé. Et là, on peut totalement faire un rapprochement avec la pensée plotinienne. Il compare lui aussi l'extase du contemplatif, donc là c'est Plotin, à l'attention d'un lecteur absorbé dans sa lecture. Donc quand vous êtes dans l'union avec le principe unique, donc avec l'un, c'est plus ou moins comparable avec des phases de concentration maximale, comme par exemple un lecteur qui est plongé dans sa lecture. L'âme étant toute en l'objet de sa vision, sans retour sur ce qui se passe en elle, la conscience réflexe du moi s'efface. Il la compare encore à la contemplation esthétique d'un artiste devant un chef-d'œuvre. Alors, semble-t-il, plus de discours, plus de raisonnement, mais une immobilité pleine d'enivrement, où, sans tendre à rien, l'âme assimilée à son objet se repose dans une contemplation désintéressée et sans désir. Donc là, vous avez un peu l'élément saillant de la philosophie plotinienne. Alors, Plotin est extrêmement large parce que voilà, il y a aussi l'idée de trois hypostases que le christianisme va un peu discuter sur voilà l'âme, le nom m'échappe, mais en gros trois hypostases héritées de Platon. Donc ça ne se limite pas à ça, le monde plotinien. Il y a d'autres implications philosophiques puisque il n'y a pas que cette question de l'union divine, mais c'est un peu l'aboutissement de la pensée plotinienne. Et ce qu'il faut aussi comprendre, avant que je passe à un autre exemple et qu'on embraye directement sur Augustin, parce que je ne vais pas être trop long ce soir, c'est que Plotin n'a pas prétendu inventer une nouvelle philosophie. Il ne s'est pas présenté à Rome en disant je suis Plotin, je crée le néoplatonisme. Pour lui, il s'agissait plutôt d'une réactualisation de la pensée platonicienne et de la remettre au goût du jour, puisqu'à l'époque où Plotin écrit,
le stoïcisme est très populaire et surtout l'aristotélisme est également en vogue. Donc c'est un peu l'idée de ressusciter la pensée platonicienne et de lui redonner un peu un- un certain intérêt, un coup de boost en quelque sorte. Donc voilà, à ne pas faire trop d'amalgame entre néoplatonisme, réinterprétation de Platon. Dans une certaine mesure, oui, on va voir pourquoi, mais dans la pensée de Plotin et de beaucoup de néoplatoniciens, ça n'était pas du tout une cassure avec la tradition platonicienne. Au contraire, c'était juste la ressusciter. Alors, je continue et j'essaie de vous lire. Alors non, pas du tout, Zertor. Il y a les hypostases plotiniennes, c'est l'âme, l'esprit et l'un, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ce sont plutôt des catégories platoniciennes qu'il a, euh, qu'il a développées, qu'il a un peu recréées. Il n'y a rien à voir avec des conceptions gnostiques ou chrétiennes. Autre point avant que je fasse ma transition, parce que j'aurai pas le temps de l'aborder, et j'ai pas prévu de l'aborder, mais c'est quand même un point que je laisse ouvert qui est très intéressant, c'est que donc à l'époque où Plotin était vivant à Rome, milieu IIIe siècle, hein, donc contemporain de Mani d'ailleurs, hein, on voit que le IIIe siècle, en termes il y avait un peu une lassitude de la culture gréco-romaine, et de part et d'autre, il y avait des envies de renouveau. Donc voilà, Plotin était contemporain de Mani, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Le point où je voulais en venir, c'est que on sait que parmi les disciples de Plotin, il y avait beaucoup de chrétiens gnostiques. Lui-même en parle, Porphyre en parle beaucoup, et il les acceptait plus ou moins parce qu'il partageait une culture platonicienne, mais il y a certains moments où il les réfute un peu. Et du fait que beaucoup de chrétiens étaient intéressés par la philosophie de Plotin, on peut se poser la question à quel point Plotin, dans sa philosophie, consciemment ou non, est une réaction au christianisme. Et vous allez voir que les relations entre néoplatonisme et christianisme sont ambiguës. D'un côté, beaucoup d'auteurs chrétiens ont été inspirés par Plotin, notamment Augustin, on va en parler, mais de l'autre, le néoplatonisme est à la fois euh, proche du christianisme, mais en même temps son concurrent d'un point de vue philosophique. Mais c'est aussi intéressant de citer Porphyre parce que lui, il nous met un peu dans l'ambiance de l'époque et on comprend qu'en fait, il y avait plein de personnes qui étaient attirées par ça et que, voilà, au milieu du IIIe siècle, même s'il y a une église chrétienne et des écoles philosophiques bien déterminées, les frontières sont étanches. Il y avait des chrétiens qui venaient assister aux cours de Plotin, et des chrétiens sans doute orthodoxes et d'autres totalement gnostiques. On a même des indications de Porphyre comme quoi certains étaient plutôt ce qu'on a appelé plus tard des gnostiques sétiens. Voilà, je passe un peu sur cette petite anecdote et je reviens à mon sujet. Donc on était un peu à cette intuition philosophique autour de l'union métaphysique avec le principe l'un. Eh bien, c'est une intuition pardon, métaphysique analogue à celle que décrit saint Augustin à son ami Nébridius et qui lui rendait, dit-il, les choses immuables aussi présentes parfois qu'il était à lui-même. Intuition dont l'objet pourtant n'est pas le monde des idées, ni une beauté particulière, si belle soit-elle, elle a été écartée, donc pas de beauté émanant du monde sensible, mais l'unité infiniment riche qui, précisément parce qu'elle ne contient aucune différence, est tous les êtres à la fois, sans les limites qui les bornent en les opposant entre eux. Et là, vous comprenez depuis le début qu'avec mon langage, on est totalement dans un moule platonicien. Dans ce contact intime avec la plus riche des réalités, loin de s'évanouir, l'âme se dilate, sans pouvoir prendre les mesures d'un objet qui la déborde et la submerge, dans, encore une fois, cet état d'union avec le principe unique. Rendu insensible à son opération par la plénitude rassasiante de cette opération même, où il n'y a plus aucune opposition, signe d'indigence, ni le retour sur soi, qui est la condition de la conscience ordinaire. Et là, vous comprenez qu'avec ces formulations un peu alambiquées, l'union métaphysique avec le principe de l'un dans l'ascèse néoplatonicienne, c'est un peu ce qu'on pourrait faire un peu une analogie avec l'union avec le Christ, l'union avec Dieu dans la pensée de certains mystiques chrétiens. C'est plus ou moins analogue. Et on comprend en fait, c'est ce que je disais au préalable, que quelque part la voie mystique est à peu près la même, peu importe les contextes culturels. Il y a toujours cette idée de s'oublier soi-même dans la contemplation et dans cette idée d'atteindre le principe de son union avec Dieu. Ben, dans la mystique plotinienne, on est totalement là-dedans. Et c'est pour ça que le néoplatonisme, et là je me borne à Plotin, on ne parlera pas des autres, c'est à la fois une école philosophique puisque ça puise dans Platon, mais ça a aussi le mérite de nous rappeler que le platonisme, ça n'est pas que de la philosophie et que de la discussion, mais qu'il y a une pensée religieuse derrière.
Et vous comprenez qu'avec cette idée d'extase, le néoplatonisme est également une mystique. Est-il possible néanmoins que l'âme arrive à un degré de purification et de ressemblance avec l'être avec un grand E, qui lui permette de coïncider avec lui? N'est-ce pas accepté par le fait qu'elle peut devenir un pur esprit? Avec sa conception platonicienne des rapports de l'âme et du corps, Plotin n'y voit pas de difficulté, et c'est pourquoi il l'interprète dans le sens d'une intuition immédiate, l'état du contemplatif qui s'est libéré pour un moment de toute image consciente. Mais sans aller jusqu'aux séparations radicales qu'il imagine, et tout en maintenant que, pour une âme unie à un corps, le sensible est le point de départ de toute opération intellectuelle, donc que cette opération est naturellement conditionnée par une détermination sensible, ne faut-il pas admettre que l'âme rentrant en elle-même se simplifie de plus en plus selon le vœu de sa nature qui est de tendre vers l'unité. Et donc là, c'est un peu Plotin qui essaie de... il y a une ambivalence aussi dans le néoplatonisme qu'on va développer encore plus loin entre la question platonicienne, donc c'est-à-dire d'une séparation claire et nette entre âme et corps, et une question qui relève beaucoup plus du sensible et qui là se rapporte beaucoup plus à Aristote. Dès lors, par le jeu d'une ascèse purifiante, parce que le néoplatonisme c'est aussi une ascèse, hein, pour arriver à cet état d'union divine, on ne l'atteint pas comme ça en claquant des doigts, par le jeu d'une ascèse purifiante, n'arrivera-t-elle pas à se posséder de plus en plus, et se saisissant elle-même, à saisir son principe d'unité, sinon par une intuition compréhensive, du moins dans un acte très simple qui exclut la conscience réflexe, et avec le souvenir de ses origines sensibles, tout ce qui ferait penser à un procédé d'abstraction. L'âme, dans cet état d'union divine, ne se connaît plus que comme reflet et trace de l'un, puisque l'âme participe de l'un, et cette idée d'union divine, c'est de revenir au principe générateur de l'âme, auquel elle participe et dans lequel elle est perdue. Elle ne connaît plus que l'un, union et contemplation. Contemplation parce qu'union. Cet état passager de simplicité et de plénitude où l'âme purifiée et concentrée arrive au terme de ses désirs et semble absorbée dans l'être infini de qui elle dépend et auquel elle aspire, c'est ça l'extase plotinienne. Et j'espère que c'est à peu près clair parce que je ne vais pas forcément revenir là-dessus après. Je vais être beaucoup plus... je vais m'aventurer un peu plus loin après, mais j'espère que c'est à peu près clair. Est-ce que vous comprenez euh, où est-ce que je veux en venir avec cette idée d'union et d'extase plotinienne, puisque le mot est lancé? Est-ce que vous êtes extasié par l'union avec l'un, chers amis? J'espère que oui, parce que je continue. Et là, j'en viens, je commence directement à introduire le sujet et on y reviendra après, mais je pense que ce sera vraiment obscur et donc je vais essayer peut-être de le passer après. C'est les rapports entre Platon et Aristote. Beaucoup d'auteurs, des néoplatoniciens qui ont pris la succession de Plotin, parce qu'il y a plusieurs écoles dans le néoplatonisme. Plotin est on va dire, le père fondateur, mais il y a des mouvements, des tendances plus ou moins ésotérisantes avec Jean Blic et d'autres, notamment le néoplatonisme alexandrin. Je ne vais pas vraiment en parler ici, mais je ferai peut-être quelques excursus. Mais beaucoup d'auteurs sont intéressés à Plotin, notamment parce qu'ils ont cru lire dans Plotin une harmonisation entre Platon et Aristote, puisque Plotin se serait inspiré des deux tout en les ayant dépassés chacun dans son domaine. En effet, la métaphysique d'Aristote est condensée tout entière dans les Énéades. Et ça, c'est Porphyre qui nous l'indique. Porphyre, je vous le rappelle, c'est celui qui a édité les œuvres de Plotin, et c'est l'un de ses disciples. Et Porphyre s'efforcera lui-même, comme avait fait Ammonius, un autre néoplatonicien, de montrer l'identité des théories platoniciennes et des théories péripapéticiennes dans le néoplatonisme. C'était une impossible gageure, et ça va être le point de départ d'une querelle dont nous allons parler en fin de conférence et qui est intimement liée à l'œuvre de Pic de la Mirandole. Donc là, vous comprenez vraiment que tout est lié, et je crois que tout n'a jamais été autant lié que ce soir. Car entre elles, il y a la fondamentale question qu'Aristote déjà reprochait à son maître de n'avoir pu résoudre. La question du devenir. Il y a la fameuse définition du mouvement. Aristote est un philosophe essentiellement mécaniste et le mouvement primaire, enfin l'idée même de mouvement, sans parler du mécanisme du mouvement, occupe une place centrale dans la philosophie aristotélicienne. Et c'est comme ça qu'Aristote se distancie de Platon. Pas le temps de refaire Aristote et Platon à leur époque, puis c'est pas vraiment ce qui nous intéresse.
Bref. Et c'est très important puisque l'aristotélisme va jouer un rôle fondamental à la période médiévale. Et c'est sur les mêmes points de doctrine et les mêmes points de tentative de raccorder Aristote et Platon que jusqu'au Moyen Âge, ces querelles vont avoir une importance de premier plan. Aristote néanmoins garde un fond de platonisme, ça a été un de ses maîtres, qui transparaît quelquefois quand il parle de la matière. Mais ce serait errer gravement que de le juger sur ce qui est un à côté de son système, en quelque sorte quelques traces qui ont survécu dans l'œuvre d'Aristote, et non pas sa philosophie même. Donc il a quelques restes de platonisme Aristote, mais c'est pas suffisant pour éliminer les points de contention entre les deux et les tentatives de réconcilier, d'harmoniser les deux systèmes philosophiques. Il est vrai également que Platon reconnaissait l'attrait de la fin dernière et l'action d'Éros éveillant les idées, et les organisant en une dialectique vivante qui monte jusqu'à l'idée du bien. Donc là aussi, tout n'est pas, il ne faut pas non plus mettre des cases et les enfermer chacun dans son domaine. Dans certains points, Platon s'intéressait aux idées sensibles, mais il faut le reconnaître, sa philosophie est moins une philosophie du devenir qu'une doctrine de l'être encore largement influencée par, je cite, là je cite Platon, notre père Parménide. Bref, j'en reviens à notre question. À vouloir les réconcilier, Plotin se mettait dans un mauvais cas. De la matière, il dit qu'elle est tous les êtres en puissance, sans être rien en acte, que son être est dans l'avenir, qu'elle n'est tant qu'elle sera, qu'elle n'est qu'en tant qu'elle sera, excusez-moi. Ce sont les idées d'Aristote, inspirées semble-t-il du plus pur esprit dynamiste, puisque pour Aristote, il y a une évolution des êtres. Je rappelle qu'Aristote a aussi énormément écrit sur la biologie. Alors biologie avec la pensée de son époque et les catégories mentales de son époque, mais il a énormément écrit sur les animaux. Donc il y a un esprit de dynamisme, de mouvement et, je ne vais pas dire d'évolution, mais en quelque sorte, c'est un peu ça l'idée. On comprend avec cela que tous les êtres où la matière entre comme élément soient des êtres incomplets, en partie hors d'eux-mêmes et en puissance d'annexer cette irredenta, la puissance étant comme l'appel dans l'être, qu'ils sont déjà de l'être, qu'ils seront. On comprend qu'un tel être puisse, avec le cours du temps, devenir autre et changer, et que ce changement soit un progrès s'il est passage de la puissance à l'acte. On comprend l'avidité du désir qui tend toutes les puissances de l'âme, inassouvie tant qu'il lui reste quelque chose à gagner, car c'est d'elle qu'il s'agit, elle se conquiert elle-même. Et donc là, c'est un peu Plotin qui essaye de concilier les aspects métaphysiques de la philosophie de Platon avec l'idée de mouvement d'Aristote. Et c'est, on n'ira pas jusqu'à dire maladroit, mais c'est une entreprise ardue. Néanmoins, la question se pose encore parce que cette harmonisation, si elle avait eu lieu, il n'y aurait pas eu tous ces débats dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est vraiment la représentation qu'a Plotin d'un être en puissance? Est-ce que sous les formules d'Aristote qu'il essaye de reprendre pour concilier Platon et Aristote, qu'est-ce qu'il garde vraiment de la pensée d'Aristote? Eh bien, ça va être l'une des questions qu'on va quelque peu survoler au cours de cette conférence. J'en reviens maintenant au cœur, l'un des cœurs de notre conférence, c'est comment le christianisme s'est petit à petit accaparé la pensée plotinienne. Et là, on va revenir sur des bases qu'on connaît déjà. On va reparler de Saint-Augustin. Tout le monde, je vous ai tellement asséné de Saint-Augustin que maintenant vous le connaissez en long, en large, en travers. Donc voilà, on est un peu en territoire ami, chers amis, vous n'allez pas être perdus. Donc tout va bien. Alors, Augustin, je vous l'ai dit, parcourt une jeunesse intellectuelle tumultueuse, hein, je vous renvoie à la dernière conférence sur le sujet. Les manichéens, comment dire, ses doutes sur la Bible, voilà, et aussi sa grande culture littéraire et païenne, et également, surtout, sa grande culture philosophique, son attrait pour Cicéron, et notamment la morale cicéronienne, et également comment dire, son coup de foudre avec le néoplatonisme. Un coup de foudre, j'exagère à peine, mais le néoplatonisme a eu une influence décisive sur Augustin jusqu'à la fin de sa vie. Je ne parlerai pas également de la fougue que Zertor vient de mentionner, parce que ça ne rentre pas dans sa vie intellectuelle, c'est sa vie profane, sa vie matérielle. Ça le regarde. Voilà, et on en a déjà parlé. Mais donc voilà, le néoplatonisme, avec Augustin, va trouver son premier grand auteur, ça va être le premier grand auteur à christianiser le néoplatonisme. Et les autres auteurs par la suite vont s'inscrire dans le moule augustinien. Il y aura d'autres auteurs, Denis l'Aréopagite
un peu plus tard au 7e, 8e siècle, et les auteurs médiévaux seront soit influencés par Denis l'Aréopagite, soit surtout Saint-Augustin, dans leur compréhension et dans leur vision du néoplatonisme. Donc c'est par ces deux auteurs-là, par ces deux canaux, que le néoplatonisme se fait christianiser. Augustin lui-même nous dit dans sa jeunesse, enfin quand il parle de sa jeunesse, qu'il connut les livres des platoniciens auxquels il attribue sans préciser davantage l'œuvre de sa délivrance, à l'époque où il doutait un peu, perdu entre manichéisme, doute, question du mal, etc. On peut penser cependant qu'il s'agit surtout des ouvrages de Plotin, qui lui furent communiqués, dit-il, avec d'autres traités néoplatoniciens, par un homme, citons Augustin, gonflé d'un prodigieux orgueil, que nous ne connaissons pas par ailleurs. Alors c'est peut-être l'auteur dont je parlais dans la dernière conférence, mais je ne suis pas sûr. C'est également peut-être l'ancêtre d'un marchand d'huile d'olive de Créteil. Moi je pense qu'il y a une piste à creuser, puisque là on nous dit un homme gonflé d'un prodigieux orgueil. Voilà, je lance une piste. Ce que lui enseignèrent ces ouvrages néoplatoniciens, Augustin, dans les Confessions, nous le rapporte avec quelques détails. Il lut, écrit-il, non en propres termes, mais sous le voile de symboles que sa foi chrétienne reviviscente lui permettait d'interpréter. Qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Il était au commencement en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait est vie en lui, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. J'y ai lu que l'âme humaine, donc là j'y ai lu, ça renvoie aux ouvrages de Plotin, j'y ai lu que l'âme humaine rend bien témoignage à la lumière, mais qu'elle n'est pas elle-même la lumière, que c'est le Verbe, Dieu lui-même, qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Qu'avant tous les temps, que par-delà tous les temps, votre Fils unique subsiste immuablement, éternel, comme vous, et que les âmes, pour être heureuses, reçoivent de votre plénitude, et que pour y être sages, elles soient renouvelées par la participation à la sagesse permanente en soi. Cela y est bien. Ce même éloge, on le retrouve dans la Cité de Dieu, dans lequel il reprend à peu près les mêmes termes, mais cette fois-ci, il cite expressément Plotin. Citons Augustin encore une fois. Ce grand platonicien dit que l'âme raisonnable, ou plutôt intellectuelle, car d'après lui, les âmes des esprits immortels et bienheureux, dont il ne doute pas qu'elles habitent les demeures célestes, sont de même nature, n'a au-dessus d'elle que la nature de Dieu, qui a créé le monde et par lequel elle a été faite, et que la source dont ces esprits supérieurs reçoivent la vie bienheureuse est la lumière intelligible de la vérité, et la même que celle d'où nous la recevons nous-mêmes. En cela, il est d'accord avec l'Évangile. Fin de citation. Là, c'est Augustin qui s'exprimait dans la Cité de Dieu. Et encore une fois, saint Augustin cite ici le prologue de saint Jean, dans le passage que je viens de vous lire, avec cette idée de l'Esprit de Dieu. Enfin, vous m'avez compris, ça rappelle énormément le prologue de saint Jean, et c'est une citation qui n'est pas cachée. Je rappelle que saint Augustin a écrit un commentaire intégral de l'Évangile de saint Jean. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, que saint Augustin ne marchande jamais à Plotin le témoignage de son admiration. C'est vraiment une admiration, il ne s'en cachait pas. Dans un autre ouvrage, le Contra Academicos, il n'hésite pas à écrire que la grande voix de Platon, la plus pure et la plus lumineuse de la philosophie, a chassé les ténèbres de l'erreur et brillé principalement en Plotin. Ce philosophe platonicien a passé pour tellement semblable à son maître qu'on pourrait croire qu'ils ont vécu ensemble, ou plutôt, puisqu'un si longtemps les sépare, que Platon a revécu en Plotin. Et là, ça renvoie à ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que Plotin, de son vivant et de ce qu'on comprend de son œuvre, ne s'est pas présenté comme apportant une pensée nouvelle. Au contraire, il s'est pensé comme remettant à la mode le platonisme, quelque part ressuscitant le platonisme, et non pas comme voilà, un réformateur en quelque sorte. Je rappelle encore une fois que dans l'académie de Plotin, tout l'enseignement, la recherche et le fond de la réflexion philosophique était basé sur la redécouverte, la réinterprétation des discours de Platon, et non pas sur autre chose. Je continue. J'en viens maintenant à un autre point, c'est-à-dire que saint Augustin interprète Plotin. C'est-à-dire qu'il ne le reprend pas nommément, enfin il le reprend parce qu'il l'admire, mais christianisme oblige, il est obligé de l'interpréter.
Lui-même l'avoue quand il déclare que ce n'est pas en propres termes qu'il a lu dans ses œuvres les vérités dont il lui est redevable. Il le fait encore plus quand il signale qu'il regrette de ne pas retrouver chez Plotin, donc là c'est dans les confessions qu'il s'exprime, quant à ceci, donc là c'est Augustin qui parle, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Je ne l'ai point lu dans ces livres-là. Et ces livres-là, ça renvoie bien évidemment aux ouvrages de Plotin. Pas davantage que le Verbe se soit fait chair et est habité parmi nous, ni qu'il se soit anéanti lui-même en prenant la condition de l'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par les dehors, qu'il se soit humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Que pour cela Dieu l'ait élevé au-dessus de la mort et lui ait donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que ces livres ne disent point. Là, voilà, forcément, hein, Plotin reste un philosophe d'inspiration platonicienne. Il n'y avait pas de pensée chrétienne, et vous avez compris, hein, il y a dès le début du néoplatonisme une relation un peu de conflictualité avec le christianisme, hein. Des auteurs qui sont quasiment contemporains de Plotin ou très peu postérieurs de lui, déjà comprennent que le néoplatonisme, en tant qu'école philosophique, a un attrait intellectuel certain, et en fait, comme avec les gnostiques, on se retrouve dans une situation au IVe siècle, fin 3e, 4e siècle, où dans des milieux un peu lettrés, intellectuels, comme à Alexandrie, dont on a parlé la dernière fois avec Clément d'Alexandrie, la classe aisée, la petite bourgeoisie intellectuelle, elle est tiraillée, elle est l'objet de concurrence intellectuelle et religieuse entre, d'un côté, plein d'écoles philosophiques, un peu stoïciennes, même s'ils sont en perte de vitesse, mais surtout, elles sont un peu la chasse gardée des gnostiques, des chrétiens et des néoplatoniciens. Il y a un peu, c'est pour ça que ces trois mouvements, ces trois, on va dire, galaxies, ces trois nébuleuses, sont à la fois proches, en conflit, en contact. C'est que elles ont aussi, d'un point de vue purement sociologique, dans des villes comme Rome ou Alexandrie, un peu le même cœur de cible. Et intellectuellement, elles ont beaucoup de choses en commun. Les trois font un peu l'apologie d'une ascèse et d'une rupture avec le monde. Donc voilà. C'est aussi un peu pour vous expliquer que si jamais vous creusez vraiment le sujet du néoplatonisme, vous allez tomber sur ces rapports, hein. C'est aussi pour ça que je vous dis ça. Je continue. Non seulement, pour revenir un peu à la critique qu'Augustin fait à Plotin, il manquait à Plotin d'avoir reconnu l'incarnation du Verbe et l'œuvre rédemptrice, mais c'est surtout qu'en fait, la manière de parler de Dieu était très différente, que ce soit du côté chrétien ou du côté néoplatonicien. Et je le rappelle, Plotin s'inscrivant dans le platonisme, il y a un fond de polythéisme chez Platon. Il n'y a pas un reniement de toute forme de divinité, de reniement de Dieu. Donc on a des errements du polythéisme qui, selon Augustin, ces errements du polythéisme, ce legs polythéiste, viciaient l'héritage de Platon. Et à travers l'héritage de Platon, ça viciait l'œuvre de Plotin et Plotin lui-même. Et de fait, le néoplatonisme, dans certaines tendances, notamment avec Apulée et Jamblique, qui sont deux auteurs néoplatoniciens, Jamblique du 3e, 4e siècle, qui est le plus connu, hein, ces auteurs-là vont clairement orienter le néoplatonisme vers une reviviscence du polythéisme. Vous avez compris, Plotin ne reniait pas non plus comme Platon les dieux, mais on comprend en fait que dans la pensée de Plotin, les sacrifices peuvent être faits, mais ils n'ont quasiment aucune importance. Et des auteurs comme Jamblique ont un peu ressuscité cette tendance magique, ésotérique, propre au platonisme. Et j'en parlerai un peu plus loin. J'en parlerai de manière assez brève, hein. Bref. Donc c'est un peu cette accusation de polythéisme qui gêne Augustin, et c'est là aussi qu'il s'éloigne un peu du néoplatonisme. Et donc, pour un peu synthétiser ce que reproche Augustin, il indique, notamment dans La Cité de Dieu, deux pentes dans lesquelles le plotinisme peut tomber. Donc le plotinisme, le néoplatonisme. D'un côté, la chute vers les arts magiques et les pratiques de la théurgie. Donc ça, c'est un peu le néoplatonisme après Plotin, avec des auteurs comme Apulée et Jamblique qui vont mettre en avant la théurgie néoplatonicienne. J'en parlerai un peu plus loin, mais qui est, on va dire, se rapproche de mouvements un peu cryptiques, ésotériques, avec un fond de polythéisme.
J'en parlerai avec l'exemple de Julien Laposta. Et deuxième pente, pour Augustin, de l'autre, le néoplatonisme peut également amener, en plus de ce côté magique, à une adhésion pleine et entière à la vérité du Christ. Donc pour lui, ce sont les deux pentes vers lesquelles peut mener le néoplatonisme. Vers la fin de sa vie, quand il écrivait ses rétractations, vers 426-427, donc les rétractations, c'est un peu Augustin qui sent son heure dernière arrivée et qui se dit, bon, j'écris tellement de choses et je suis parti dans tellement de directions différentes, ce serait bien que je me corrige moi-même. Eh bien, dans ces rétractations, il se dégage de plus en plus du néoplatonisme et il commence un peu à le renier. Il le juge avec beaucoup de sévérité et il déclare que la doctrine chrétienne doit être défendue contre, je cite, les graves erreurs de ces hommes impies que furent les néoplatoniciens. Il en vient à regretter d'avoir écrit des éloges qu'il juge maintenant excessifs. Donc voilà, vers la fin de sa vie, un peu mea culpa d'Augustin, mais malgré ce mea culpa, il ne faut surtout pas exagérer. Enfin, il ne faut surtout pas, pardon, diminuer l'importance des influences néoplatoniciennes sur Augustin. Il faut juste en fait en apprécier la portée dans le détail. Euh, en fait, c'est pas Augustin qui est devenu néoplatonicien ou qui voulait devenir néoplatonicien. C'est Augustin devenu chrétien qui a réinterprété ses souvenirs, comme on l'a vu avec les confessions. Et bien, devenu chrétien, de la même manière, il christianise Plotin. Et en le christianisant, il l'a un peu transformé. Voilà, je pense que je vais un peu m'arrêter là sur la lecture plotinienne d'Augustin. Alors j'aurais pu donner des exemples, ça mériterait une conférence à part entière, il y a des travaux très longs en la matière, mais je voulais juste faire une présentation succincte. Mais l'un des exemples où on voit le plus comment Augustin a christianisé Plotin, c'est sur la question du mal et du pourquoi du comment du mal. En fait, le mal en tant que métaphysique, mais je ne l'aborderai pas ce soir, sinon ce serait un peu trop long. Donc voilà, je poursuis. Je fais une légère transition vers la suite. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de, comment dire, de marquer les transitions, mais là, je le fais un peu. Je fais un excursus sur le néoplatonisme dans sa forme théurgique. Donc la théurgie, en fait, pour le dire simplement, c'est un peu l'idée d'invoquer des esprits dans des pratiques qu'on pourrait qualifier de magiques. Et le grand auteur néoplatonicien qui a un peu créé cette vogue, c'est Jean Blic, donc un auteur alexandrin du 3e, 4e siècle, très populaire en Orient, hein, et même très populaire dans le monde néoplatonicien, encore très populaire aujourd'hui et très connu. C'est l'un des auteurs néoplatoniciens les plus connus. Et en fait, pour vous montrer que ça a une importance dans la vie concrète, c'est que ça a revitalisé le paganisme. Cette approche néoplatonisante, théurgique de la religion, ça a vraiment revitalisé le paganisme et ça peut vous donner des indications si vous ne comprenez pas le paganisme. Parce que en Occident, à cause du christianisme en quelque sorte, on a un peu tendance à voir le paganisme comme des bêtes rituelles aux divinités et le néoplatonisme a contribué à intellectualiser le paganisme. Ce qui veut dire que le paganisme, au moment où l'Empire romain devient chrétien, est un paganisme majoritairement intellectualisé par le néoplatonisme justement. Et donc pas du tout un paganisme bête et méchant comme on pourrait l'imaginer avec des rituels barbares, animistes. Pas du tout. Et le néoplatonisme, c'est un peu un exemple de cette intellectualisation du paganisme, puisqu'il y a encore des pratiques magiques théurgiques, mais elles se font surtout entre cercles d'initiés, notamment avec ce qu'on a appelé les cultes à mystère. La théologie néoplatonicienne reprend certains de ces éléments. Et c'est surtout basé sur, comme je vous l'ai dit, un héritage platonicien, donc déjà une vision beaucoup plus intellectualisée. Vous avez vu, il y a différentes écoles de pensée, parce que Jean Blic, lui, fait un peu l'apologie de ces pratiques théurgiques, alors que Plotin, vous l'avez compris, même Augustin l'admet avec honnêteté. Plotin admettait l'importance des rituels païens, mais on comprend que dans son système philosophique, ça pouvait être négligeable et que ce n'était pas du tout le fond de sa pensée. Donc là aussi, différentes écoles de pensée. Et pour vous donner un exemple concret, l'empereur Julien l'Apostat, dont j'avais parlé il y a déjà très très longtemps c'était même l'une des premières conférences il y a très très longtemps, donc empereur qui a régné de 361 à 363, qui a tenté de ressusciter le paganisme et de faire machine arrière alors que l'empire avait été christianisé depuis Constantin. Il arrive au pouvoir par chance, par un imbroglio, mais la conférence n'avait pas été enregistrée, mais j'en reparlerai peut-être un jour. Et pendant ces 2 ans de règne, il avait tenté de rétablir le paganisme. Et le paganisme que Julien l'Apostat voulait rétablir au détriment du christianisme qu'il détestait, je rappelle qu'il a écrit un traité magnifique
que peut-être que je lirai en entier sur le serveur, qui s'appelle Contre les Galiléens. Et je rappelle juste ce truc-là, mais peu importe ce qu'on pense du christianisme, je trouve ça magnifique d'insulter les chrétiens de Galiléens. Je trouve l'insulte exceptionnelle. Bref, c'est un peu non, parce que en fait, Julien était se pensait a été imbibé de culture philosophique. Donc lui, il pensait comme un maître en philosophie. Il était totalement helléniste, hein, bien sûr, hein, comme beaucoup de son époque. Et pour lui, le modèle de l'empereur devait être celui du bon philosophe. En bon platonicien qu'il était, le roi devait être philosophe et le philosophe roi. Et donc, pour lui, les chrétiens qu'il connaissait, étaient un peu des bigots bébêtes, alors que la philosophie, la sagesse philosophique illuminait l'esprit et l'âme, et que le christianisme pour lui était obscurantiste et stupide. Et donc c'est pour ça qu'il traitait les chrétiens de galiléens. Dans le sens, vous vénérez un paysan galiléen, vous êtes des galiléens, vous êtes des bigots en fait, des bigots obscurantistes. Et je trouve l'insulte exceptionnelle. Très arrogante, c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Bref, et donc le polythéisme que Julien a voulu ressusciter pendant ces 2 ans, c'est pas le polythéisme de l'Antiquité grecque la plus obscure, c'est le polythéisme théurgique. Et on sait que Julien l'Apostate est un lecteur de Jean Blic, et qu'il participait énormément à des cultes à mystère, d'initiation, et c'est cette vision-là du polythéisme qu'il voulait ressusciter. Donc un polythéisme platonicisé, intellectualisé, et qui a surtout lu et commenté Jean Blic, donc la vision théurgique et magique du néoplatonisme. Voilà. Donc j'arrête un peu cet excursus Julien Laposta, sinon je serais parti pour refaire une deuxième conférence en impro sur lui. J'aimerais beaucoup, mais je vais essayer de me retenir. J'en viens maintenant au plus dur du sujet. Je vais sans doute gommer quelques passages, c'est pour ça que la conférence ne va pas être très longue. C'est la question d'Aristote, de Plotin et de Platon, mais surtout d'Aristote. Puisque là, je vais vous initier à ce qu'on a appelé plus tard la querelle des universaux, qui parlera à certains philosophes d'entre vous. Si vous avez été un peu formé en philosophie, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vais essayer de vous le présenter. Ça va être très long, enfin ça va pas être très long, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué aussi pour moi. J'en viens, alors je ne vais pas représenter Aristote, toute la philosophie d'Aristote, on se perdrait tous. Je vais évoquer les thèmes d'accroche, en fait, les thèmes qui ont un peu fait réfléchir, fait débattre, fait diverger des courants de pensée, que ce soit à l'époque néoplatonicienne ou à l'époque de l'Occident médiéval, ou même à l'époque de la pensée philosophique dans le monde islamique médiéval. Donc un peu là, les grandes querelles philosophiques de nos civilisations, en quelque sorte. Alors, on va directement commencer avec la question de l'universel selon Aristote. Aristote lui-même a des positions qui peuvent être assez différentes sur l'universel et sur surtout ce qu'on va aborder, la question empirique. En fait, il faut relire 2 grands textes d'Aristote sur la genèse de l'universel, puisqu'on va parler de la querelle des universaux, la métaphysique et les seconds analytiques, pour comprendre à la fois la nature de la reformulation qu'a imposé à l'aristotélisme la gnoséologie néoplatonicienne. Puisqu'en fait, le néoplatonisme, comme je l'ai dit, il ne s'arrête pas à Plotin, il y a plein d'autres auteurs qui vont continuer la geste de Plotin et développer le néoplatonisme. Et comme je vous l'ai dit, Plotin lui-même était un lecteur d'Aristote et tentait de concilier, dans la mesure du possible, certains points d'accroche entre philosophie platonicienne et philosophie aristotélicienne. Et donc le néoplatonisme a tenté ça. Et les auteurs néoplatoniciens, ils ont été pris un peu dans, on va dire, cette ambiguïté intellectuelle, puisque Plotin est foncièrement platonicien, mais il essaye de concilier, quand c'est possible, avec des apports aristotéliciens. Et ces manuscrits sont majeurs, enfin ces auteurs sont majeurs, puisqu'ils vont se transmettre jusqu'à la période médiévale. Et donc ces ambivalences platoniciennes, péripapéticiennes vont se perpétuer. Et c'est ça la querelle des universaux, et je vais tenter de ne pas vous perdre. J'en viens maintenant à la question empirique, puisque Aristote, à l'inverse de Platon, a une pensée du sensible très intéressante et on va dire conséquente. Vous savez que dans le monde platonicien, le sensible n'est pas vu comme ayant un rôle fondamental dans les opérations qui relèvent de l'intellect. En métaphysique A1, Aristote explique que contrairement à l'animal réduit aux images et aux souvenirs sensibles, l'homme s'élève de la mémoire sensible et abstraite à l'expérience, et de l'expérience à la croyance universelle. Par la mémoire, une multiplicité de souvenirs de la même chose en arrive à constituer une expérience, une notion expérimentale, puis
d'une multiplicité de notions expérimentales se dégage une croyance ou jugement universel qui est le principe de l'art ou de la science. Beaucoup de choses à comprendre. J'espère que c'est à peu près clair. Vous avez compris que l'expérience, c'est un peu l'accumulation de souvenirs sensibles traités par la mémoire et par différents procédés qui ne sont pas détaillés ici, et qu'à force d'accumulation dans la mémoire, se constitue une croyance, un jugement universel, qui sont en gros les principes directeurs de ce qu'on va appeler l'art et la science. Et là, on en vient à des questions terminologiques. Puisqu'en fait, il faut aussi se remettre dans la peau de ce que certains auteurs ont pu comprendre de ces termes-là. Les traductions médiévales d'Aristote sont ici assez importantes à souligner. Dans la lecture latine de la métaphysique, donc le texte d'Aristote, hein, les étapes décrites par Aristote se disent plus simplement. La mémoire étant définie comme ce qui, par la rétention des images, assure la permanence des sensations. L'Aristote latin pose seulement que l'expérience naît en l'homme de la mémoire et que l'art et la science naissent de l'expérience. La naissance de l'art est décrite en une formule lapidaire. Il y a art dès que de plusieurs notions acquises par expérience naît une même acception universelle de ce qui est semblable. Je vais mettre un peu de lumière en citant des spécialistes d'Aristote pour le coup. Résumant la doctrine d'Aristote, Joseph Moreau, donc philosophe français du XXe siècle, spécialiste d'Aristote, hein, pose dans le même sens que pour Aristote, la mémoire naît de la sensation, l'expérience de la répétition dans la mémoire et la conception de l'universel, principe de l'art et de la science, de l'expérience raisonnée. Vous avez compris que l'expérience raisonnée, c'est un peu, on va dire, la maturation comment dire, de l'expérience de la répétition dans la mémoire. Cette lecture d'Aristote, donc celle de Joseph Moreau, souligne les tendances, et c'est ça qui est vraiment important à retenir, hein. Cette lecture d'Aristote souligne les tendances empiristes, voire sensualistes, de sa doctrine de la connaissance. On est à des années-lumière de Platon et de son dualisme entre l'intelligible, le monde des idées, et la matière et le sensible. C'est vraiment là aussi l'un des points d'achoppement et de clivage entre les deux, hein. J'espère que vous arrivez à le percevoir. La science, donc, dans cette optique aristotélicienne, qui a pour objet l'universel, y apparaît comme procédant via l'imagination et la mémoire de sensations qui s'exercent toujours sur le singulier, donc qui prennent racine dans le concret, pour le dire autrement. Elle correspond parfaitement à la thèse du De Anima, donc un ouvrage d'Aristote, hein, fondamental à tout point de vue, et encore plus pour les querelles médiévales dont nous parlerons la prochaine fois. Donc la thèse du De Anima qui affirme que l'âme ne pense jamais sans image. La genèse du concept abstrait chez Aristote est bien, en ce sens, la genèse d'un concept purement empirique. La conception de l'universel naissant de la collation des expériences, ce que Moreau appelle l'expérience. Donc voilà, l'universel et donc les universaux qui vont naître. Les universaux seraient compliqués à comprendre, mais cette conférence est censée vous aiguiller, vous guider, comme dirait Plotin, hein. Comme Plotin quand il décrit l'union divine, je ne peux pas vous révéler la vérité, je ne peux que vous donner des prémices. Et vous comprenez qu'en fait, cette idée de l'universel et de comment l'universel se découpe dans les opérations de l'esprit, pour le dire très vulgairement, ce qu'on va appeler les universaux, est liée à la philosophie de la connaissance. Et c'est pour ça que c'est important de souligner que la philosophie de la connaissance chez Aristote est foncièrement empiriste, sensualiste, à l'inverse de celle de Platon qui est purement intelligible, pour le dire simplement. Le problème, et là j'introduis, hein, on verra encore, je ne ferai pas le détail parce que ça prendrait une vie entière, mais le problème c'est que cette lecture d'Aristote, elle a été revue par des néoplatoniciens de l'Antiquité tardive, et c'est que cette relecture néoplatonicienne d'Aristote a atterri dans les mains d'auteurs arabes, à l'époque médiévale comme Al-Farabi dont on va parler plus loin, et aussi d'auteurs européens chrétiens latins, qui ont essayé de comprendre et de résoudre ces ambivalences, parce qu'eux aussi ont vu qu'il y avait ambiguïté entre cette conception purement aristotélicienne des universaux et la conception platonicienne. Et vu que les manuscrits qu'ils avaient venaient suivant les tendances de néoplatoniciens christianisés, mais avec un fond d'Aristote, voire de platonisants anti-Aristote suivant les auteurs arabes, eh ben, il fallait démêler tout ça. Bref, j'espère que c'est pas
Là, on rentre dans le dur, chers amis, mais c'est exceptionnel. Bref. Donc, la querelle des universaux porte en fait sur les actes de synthèse logique qui portent sur une pluralité de sensations. Autre définition, mais on pourrait passer la nuit à définir, hein. Bref, je continue. Le texte de la métaphysique, donc les manuscrits qui sont parvenus aux auteurs médiévaux, leur donnait incontestablement le moyen de penser dans les mêmes termes que les néoplatoniciens. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que les manuscrits étaient un peu revus à la sauce néoplatonicienne dans leur provenance. Est-ce que je continue ou est-ce que je passe un peu là-dessus? Je passe un peu là-dessus. Attends, excusez-moi, chers amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah voilà, c'est exactement, excusez-moi. Je reviens à ma question de l'empirisme d'Aristote. J'espère que je ne vous perds pas, chers amis. N'hésitez pas à me dire. On a fait le plus gros, hein, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes perdu. Comme ça. euh, tu- 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 j'étais sûr que ça allait lui faire. Parfait, parfait. J'arrête de vous lire, je continue, chers amis. Donc je continue un peu sur cette ambivalence Aristote-Platon. Dans les seconds analytiques, donc là on est chez Aristote, hein, livre 2, chapitre 19, je passe sur la référence, c'est pas important. Enfin, c'est pas important ici. En un texte apparemment consacré. Donc là vous allez voir que c'est c'est le serpent qui se mord la queue d'être encore plus perdu. C'est qu'en fait, Aristote semble vouloir affronter de front la question abordée par Platon dans le Phèdre quand il juxtapose l'unité où la réflexion rassemble la pluralité des sensations et l'acte d'intelligence selon l'idée. Donc l'unité où la réflexion rassemble la pluralité des sensations, ça c'est purement aristotélicien dans la formulation, et l'acte d'intelligence selon l'idée, ça c'est Platon. Ça c'est purement simplement Platon, hein. La formulation, il n'y a aucun doute. Autrement dit, le problème du passage de l'empirique, donc du raisonnement à partir de données empiriques sensibles, d'où c'est ce que je vous disais, la doctrine sensualiste, à la forme pure, que les néoplatoniciens ont imposé à Aristote en inscrivant sa doctrine de l'abstraction comme étape préliminaire à la connaissance des formes séparées et d'une certaine manière préfigurée chez Aristote lui-même. C'est-à-dire que les néoplatoniciens ont compris qu'on pouvait articuler les deux en disant que la doctrine, on va dire sensible, empirique d'Aristote pouvait être la prédisposition, en quelque sorte, la propédeutique à une connaissance des formes séparées, donc l'équivalent des idées, des formes intelligibles chez Platon, et donc pour un peu raccrocher les wagons, en disant l'approche sensible d'Aristote est une prédisposition à l'approche de la connaissance des formes séparées via l'intelligible platonicien. Et c'est un peu comme ça que les néoplatoniciens ont essayé de harmoniser les deux conceptions. Et c'est cette conception que nos auteurs médiévaux ont reçue, comme je vous l'ai déjà dit. Il faut examiner un peu ce que nous dit Aristote. Aristote reste encore dans l'horizon problématique du platonisme et semble accréditer la question non aristotélicienne que la théorie néoplatonicienne du passage des concepts abstraits aux formes pures à travers les formes psychiques s'efforce de résoudre. Donc là, c'est encore plus comment dire, complexe, puisque ce que je viens de vous dire sur les néoplatoniciens qui essayent d'harmoniser Aristote et Platon en, je vous l'ai dit, faisant la jonction entre formes sensibles et formes séparées, donc intelligibles si vous préférez, cette idée-là, Aristote y avait déjà pensé, puisque Aristote, je rappelle, comment dire, est un successeur de Platon, enfin, il a une philosophie qui diverge de Platon sur de nombreux points, mais c'est un successeur, un disciple de Platon, et lui-même était au courant de ces complexités et a essayé d'harmoniser sa philosophie avec certains points de la doctrine platonicienne. Donc c'est pour ça que les platoniciens essayent de résoudre des questions qu'Aristote avait déjà lui-même vues dans sa philosophie par rapport à celle de Platon. Donc c'est un peu pour vous dire que cette doctrine et que cette querelle des universaux, quelque part, elle est consubstantielle de la philosophie, presque de la philosophie occidentale elle-même, j'ai envie de dire, hein. Quasiment. Et non, Golems, je n'ai pas de fiche, merci beaucoup. Bref. Et donc, c'est dans ces lignes que je viens de vous évoquer qu'Aristote essaye de définir un modèle pour essayer de, comment dire, de comprendre un peu, de définir ce processus de stabilisation. On va un peu résumer ces thèses. Thèse 1. Ces habitus ne sont ni innés en nous sous une... Ah pardon, excusez-moi. Ces habitus ne sont ni innés en nous sous une forme définie,
ni tirer d'autres habitus plus connus, mais tirer des sens. Donc là, il parle un peu de son approche sensible. C'est-à-dire que selon lui, là je synthétise un peu ce qu'Aristote veut dire, les universaux sont produits à partir des sensations. Il n'existe pas d'avance tout près dans l'âme. Ce qui veut dire que les universaux, pour le dire très simplement, les processus de philosophie de la connaissance ne sont pas innés dans l'âme. Autre thèse. Le processus de formation de l'universel à partir des sensations est comparable à l'arrêt d'une débandade. L'universel se constitue à partir des images sensibles, comme dans une bataille. Au milieu d'une déroute, un soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que l'armée soit revenue à son ordre primitif. Donc là, ça veut dire que le modèle de la production de l'universel est la stabilisation d'une armée en déroute par l'arrêt successif des fuyards. Je resynthétise, ça veut dire que les processus mentaux qui permettent de passer du sensible à ce qu'on va plus tard appeler les universaux est comparable à l'avancement, plutôt à la fuite d'une armée en déroute. Tel que l'entend Aristote, le rassemblement logique, dont parlera un néoplatonicien qui s'appelle Syrianus, mais pas important, dont parlera donc Syrianus, le néoplatonicien, est celui d'un front qui se reforme au cœur d'une bataille en train de se perdre. Le modèle qui préside à cette théorie aristotélicienne de la genèse du concept empirique est donc assez, on va dire, assez, comment dire, oui, mécaniste, on peut dire ça comme ça. L'aspect militaire de cette comparaison, d'ailleurs, qui, on va dire, est assez troublant, a un peu gêné beaucoup de traducteurs et de copistes médiévaux qui n'ont pas, pour certains, vraiment compris les termes grecs, parce que l'image était assez, on va dire, je ne vais pas dire obscure, mais difficile à saisir. Bref. Donc vous avez un peu compris, hein. Pour Aristote, le processus de passage de l'empirique à la formation des universaux est un processus, pas mécaniste, mais diffus. Voilà, diffus, c'est le terme que je cherchais. Un processus diffus fondé sur une progression, et non pas un processus qui se fait d'un coup d'un seul. On revient maintenant à la question des différents types d'universaux, qui est un sujet qui me fait peur à moi tout seul. Bref. Pour les néoplatoniciens, il doit y avoir en quelque sorte une complémentarité, une concordance ou une symphonie entre les ontologies de Platon et d'Aristote. C'est ce que je vous disais. Les trois états de l'universel correspondent à trois modes d'être de ce que Aristote appelait les genres et les espèces, puisqu'il y a les universaux, donc on a les genres, les espèces, il y a d'autres catégories d'universaux, ça dépend dans quel paradigme on se place. C'est aussi pour ça que je ne vous donne pas de définition arrêtée, puisque c'est une querelle, et par définition une querelle, on débat sur les questions terminologiques. On pourrait même dire que la querelle des universaux de Platon, en passant par Thomas d'Aquin, Al-Farabi, Duns Scott, Guillaume d'Occam, ça n'est qu'une querelle de terminologie. Et les néoplatoniciens, entre tous ces gens-là, bien sûr. Et ouais, je pense que je vais un peu passer sur la question des états, des conceptions des universaux. Non, je vais passer un peu là-dessus, ouais, sinon ce serait trop long. De toute façon, j'ai quasiment fait 1 heure, je vais terminer avec ma dernière partie, ce sera parfait. Et donc là, je vais essayer de vous faire comprendre l'enjeu de la querelle des universaux, parce que là, je pense que c'est peut-être un peu flou. Vous avez compris qu'en fait, cette querelle des universaux, si vous m'avez suivi, c'est en fait une querelle qui mêle à la fois philosophie de la connaissance, questions empiriques, métaphysique, intelligible, donc métaphysique. C'est un peu un mélange de tout ça. Les universaux, ce sont en quelque sorte les catégories, j'ai pas envie de dire mentales, parce que mental, il y a une présupposition biologique derrière tout ça, ce sont les catégories intellectuelles qui relèvent des différentes catégories d'intellect par lesquelles l'homme peut procéder de la connaissance, mais pas que, puisque comme vous l'avez vu avec les néoplatoniciens, par l'intellect, on peut accéder à l'union divine. C'est notamment pour ça que Plotin a été christianisé, parce qu'il y avait cette idée d'union avec un principe un, donc facilement assimilable au Dieu chrétien. Et la querelle des universaux est un peu au centre de tout ça. Dans le fond de la querelle des universaux, il y a aussi des questions religieuses, mais pas théologiques. C'est plutôt que la théologie va influencer les questions philosophiques. Quand Thomas d'Aquin, on le verra la prochaine fois, s'inscrit dans la querelle des universaux, il le fait sur un fond philosophique.
Bien sûr, on ne peut pas oublier que Thomas d'Aquin était chrétien et que sa conception philosophique découle de son christianisme. Mais l'argument du débat n'est pas sur le fond et le débat théologique. Quand il réfute les conceptions avicéniennes d'auteurs occidentaux latins, il le fait par la philosophie. Et ces auteurs occidentaux latins étaient eux-mêmes chrétiens. Donc c'est vraiment une querelle purement philosophique, qui va du monde de l'Antiquité directement, parce qu'on voit que dès Aristote lui-même était en querelle avec Platon, et la querelle des universaux c'est à peu près ça. Ça passe par le néoplatonisme avec toute la complexité que j'ai essayé de vous faire voir. Ça se répercute dans le monde islamique médiéval avec Al-Farabi et surtout Avicenne et plus tard Averroès, mais Avicenne a une influence majeure dans l'Occident latin médiéval. Ça se répercute dans l'Occident latin médiéval avant même Avicenne et plus tard avec Avicenne. Déjà avant Avicenne avec les manuscrits néoplatoniciens et les querelles philosophiques autour du néoplatonisme chrétien, parce que le néoplatonisme, vous l'avez compris, est héritier de cette querelle des universaux, avec l'apport de la philosophie arabe islamique, je mets des guillemets, ça va encore donner du grain à moudre à la philosophie à la querelle des universaux. Et voilà, Thomas d'Aquin, Averroès va encore foutre un bazar pas possible avec la question de l'avéroïsme latin, et ça va se perpétuer jusqu'au XIVe siècle, et même encore jusqu'au XVe, avec Pic de la Mirandole, qui sera la queue de comète que je vais aborder lors de la fin de ce cycle de conférences, lorsque je montrerai à une certaine personne dans l'assistance que ce personnage est érudit, certes, mais que sa philosophie est inopérante, mal amenée, qu'il n'a pas été assez ambitieux, qu'il n'a pas été au bout de son projet, et qu'au final, il n'a rien résolu, et que son œuvre reste assez médiocre, et elle n'est pas du tout aussi importante qu'on le dit. Bref, je continue sur ma dernière partie. J'ai terminé avec ma diatribe. Ma dernière partie, vers la querelle des universaux. Toute la pensée moderne depuis Kant a été travaillée par le problème de la relation entre le concept et l'idée. Ce que je voulais dire, les universaux sont aussi ces catégories de raisonnement, d'approche de la connaissance, de l'être. Donc forcément, les concepts, enfin l'idée même de concept et d'idée sont, comment dire, sont eux-mêmes des idées très importantes dans la querelle des universaux. Bref, chez Kant, le concept de l'entendement et l'idée de la raison sont à la fois opposés et articulés. Chez Hegel, ils sont opposés. Ce problème d'articulation du concept et de l'idée a existé durant tout le Moyen Âge, et les diverses écoles philosophiques se sont constituées soit pour établir sa réalité, soit pour supprimer un des termes au bénéfice de l'autre. Ce faisant, toutefois, c'est un modèle unique, celui de la lecture concordataire de Platon et d'Aristote, tel que l'avait formulé le néoplatonisme, qui a été mis en crise. Une même structure porte ainsi, de ce point de vue, tout le développement philosophique de l'Antiquité jusqu'à l'idéalisme allemand et à travers lui jusqu'à la critique phénoménologique de la doctrine empiriste de la formation du concept général abstrait. Et c'est aussi pour ça que la querelle des universaux est fascinante, puisque c'est un prétexte pour refaire toute la filiation quasiment de la philosophie des débuts jusqu'à presque jusqu'à nos jours, si on voudrait pousser très très loin, puisque c'est presque le fondement même de la philosophie, et que c'est surtout lié à ce que je n'ai pas encore abordé, mais étant donné que la question de la connaissance et de la manière dont la connaissance parvient via l'intellect à l'esprit, vous comprenez que la phénoménologie joue un rôle fondamental. Même si les auteurs médiévaux n'emploient pas du tout le terme de phénoménologie, les auteurs antiques encore moins, mais que le concept y est déjà. Puisque c'est bien l'idée de la connaissance et de l'intellect qui est en jeu, forcément la phénoménologie est là en soubassement. Alors, je continue. Voilà. Non, ça, je vais un peu passer. Ouais, dans la projection néoplatonicienne, on va un peu passer, sinon. Si, allez, j'en dis un mot, puis ensuite, je passe à autre chose et. Allez, je dis un mot là-dessus quand même. Là, donc là, on est un peu sur les concepts néoplatoniciens. Pour les néoplatoniciens, il y a un peu une idée de projection. Selon eux, l'âme rationnelle de l'homme peut, à partir de l'observation des caractères communs coordonnés dans les réalités singulières, donc là ça rappelle Aristote si vous avez écouté, rassembler par la réflexion, à partir du commun qui est en Socrate, en Platon et en leurs semblables, l'universel abstrait. Donc là c'est ce que je disais, le néoplatonisme, on reprend la doctrine sensualiste d'Aristote et on essaye de pas de la concorder, de la coordonner avec l'apport platonicien. Puis, sur la base de ces universaux abstraits, elle peut projeter
voire encadrer, donc là l'âme rationnelle, les universaux qui sont immanents essentiellement à l'âme, par la médiation desquels l'âme aura le ressouvenir des formes qui sont dans l'intelligible. Il y a en l'âme deux types de raisons. L'un qui est acquis par induction et rassemblement à partir du singulier, c'est par exemple la notion abstraite universelle du cheval, manipulée dans la pensée discursive ou logique. L'autre est connaturel à l'âme humaine et possédé par elle en vertu de son essence. C'est l'universel substantiel. Donc là, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, ce serait l'universel substantiel cheval qui sert de point de départ à la remontée vers la forme séparée, contenue sur un mode transcendant dans l'intellect du démiurge. Donc on a un peu un processus assez complexe, je pense que vous l'avez à peu près perçu, qui passe par 4 étapes successives. Et en fait, ces 4 étapes cherchent à faire communiquer l'univers d'Aristote avec celui de Platon. Donc là, j'essaye un peu de vous détailler cette concordance aristotélo-platonicienne dans le néoplatonisme. Petit a, l'âme rationnelle observe les traits communs dans les individus. Donc en fait, ce qui rassemble les individus au-delà de leur individualité. Petit b, elle forme par stimulation ou une mobilisation des formes psychiques. Pardon, excusez-moi, elle forme par un acte synthétique des notions abstraites. Donc voilà, au-delà de ces notions en particulier, elle forme des notions abstraites, ce qui provoque en elle comme une stimulation ou une mobilisation des formes psychiques. Voilà, excusez-moi. Parce qu'il y a un mouvement en fait dans l'âme rationnelle pour les néoplatoniciens. Et c'est en rassemblant synthétiquement des notions abstraites au-delà des conditions particulières que ça excite des formes psychiques qui vont être très importantes la prochaine fois quand nous parlerons d'Averroès, puisqu'elles jouent un rôle fondamental dans la philosophie d'Averroès qui assimile ces formes psychiques aristotéliciennes mais repassées dans le monde néoplatonicien, lui les assimile à l'imagination et il en fait jouer un rôle fondamental dans sa conception. Et ça va être aussi très important puisque Thomas d'Aquin réfute cette idée psychique de l'imagination. Je reprends mes esprits, sinon je vais vous perdre. Donc je rappelle, petit a, l'âme rationnelle observe les traits communs dans les individus. Petit b, elle forme par un acte synthétique des notions abstraites. Petit c, elle représente à elle-même et projette les raisons universelles qui sont substantiellement en elle. Là, en elle, on parle de l'âme elle-même. Petit d, elle remonte par une réminiscence de ces formes psychiques jusqu'à leur modèle, les formes contenues dans l'intellect démiurgique, qui sont les causes suréminentes de toutes les formes de rang inférieur. Et donc là, l'intellect démiurgique, c'est platonicien, et ça sous-entend plus ou moins, comment dire, le principe unique des néoplatoniciens. Puisque cet intellect démiurgique est la cause de toutes les causes suréminentes de toutes les formes de rang inférieur. Donc, intellect démiurgique, c'est un peu un sous-intellect néoplatonicien, c'est l'intellect qui est à la base des formes contenues dans le particulier, donc dans le sensible. Et le passage de AB, donc AB, je rappelle, c'est âme rationnelle qui observe les traits communs des individus. Petit b, c'est elle forme un acte synthétique à partir, en fait, elle forme des notions abstraites à partir des traits communs. Donc ça, c'est AB. Et le passage de AB à CD, CD, on passe directement aux formes psychiques et à la remontée dans l'intellect démiurgique. Et ben, c'est le passage de AB à CD qui est le moment crucial où se noue la possibilité, l'ambivalence et toute la complexité et la difficulté d'une médiation entre Aristote et Platon. Et c'est ce passage de AB à CD que je viens de vous expliquer qui va être le nœud de controverse pendant des siècles à travers les cultures. Je vous l'ai dit, le passage C, moi ça m'a fait penser directement à Averroès, forme psychique, imagination. Averroès, lui, qui reprend directement Aristote et aussi un peu les néoplatoniciens, qui s'oppose en quelque sorte à Avicenne, qui développe à partir de cette question des formes psychiques des néoplatoniciens toute une théorie de l'imagination dans l'âme et de comment l'imagination joue un rôle fondamental dans la question des universaux. Question qui va être tellement importante qu'elle va influencer l'immense majorité, enfin une grande partie d'auteurs occidentaux latins, dont saint Thomas d'Aquin, qui le veuille ou non, même s'il contredit Averroès sur certains points, a été énormément influencé par la conception d'Averroès. Mais j'en parlerai la prochaine fois parce que cette question de l'imagination, c'est précisément un point sur lequel Thomas d'Aquin réfute Averroès. Alors, je passe un peu sur le concept néoplatonicien de projection. Je fais un dernier excursus. Je ne voulais pas être trop long, 1h10, ça va, on a encore un peu de temps. Excursus Al-Farabi. Donc, Al-Farabi, très important pour
l'histoire de la philosophie islamique, auteur qui a joué un grand rôle dans la querelle des universaux puisqu'il s'y inscrit de plein pied. Et beaucoup d'auteurs de l'Occident latin ont... alors c'est pas l'auteur qui a le plus d'influence, Avicenne est vraiment peut-être exceptionnel à cet égard, mais Al-Farabi a quand même été lu et commenté, on connaissait ses commentaires sur Aristote, ça circulait. Dans le péripapétisme arabe, donc dans comment dire, l'appropriation par le monde arabo-musulman d'Aristote, la métaphysique s'accomplit dans la théologie. Et Al-Farabi s'inscrit totalement là-dedans. C'est-à-dire dans la contemplation des êtres à la fois séparés et immobiles dont parle Aristote dans la métaphysique, dont le premier moteur immobile, défini comme pensée de la pensée, fournit le prototype suprême. Le fin mot de la métaphysique, dans le péripapétisme arabe et même dans plein d'autres écoles de pensée, est ainsi conçu comme la continuation ou conjonction ou connexion d'un mot, c'est-à-dire l'union de l'âme avec les choses divines, les intelligences, c'est-à-dire les substances intellectuelles séparées qui, étagées hiérarchiquement entre la cause première et le monde des corps, pilotent le cosmos. Et la cause première, dans un monde chrétien, c'est le Dieu chrétien, dans un monde musulman, c'est Allah, et dans un monde néoplatonicien, c'est l'un tout simplement. Donc le principe unique. Dans ces conditions, l'accomplissement de la métaphysique est décrit comme une forme de vie, la vie théorétique, selon l'éthique à Nicomaque. Donc la vie théorétique, c'est l'autre mot pour dire vie contemplative, qui ne recherche que la vérité pour la vérité, la connaissance pour la connaissance. Et vous avez compris que dans une optique néoplatonicienne, dans laquelle s'inscrit un peu Al-Farabi, la connaissance pour la connaissance, indirectement, mène à Dieu, de même qu'elle menait à l'extase avec l'ange pour les néoplatoniciens. Bref. Et je crois que je me suis un peu arrêté là-dessus. En fait, je n'ai pas vraiment parlé d'Al-Farabi, mais retenez que c'est un grand nom du péripapétisme arabe. On parlera de lui peut-être une prochaine fois, même s'il n'est pas prévu pour le moment, et il n'a pas joué un grand rôle dans les controverses de la querelle des universaux. Enfin, il a joué un grand rôle dans la querelle des universaux, mais il n'est pas vraiment important pour nous amener à notre objectif ultime, à savoir vous éduquer en philosophie, vous donner des bases très importantes parce que vous voyez que la querelle des universaux traverse toute la philosophie, et indirectement aboutir un jour à Pic de la Mirandole et se servir de cette question de philosophique comme pur prétexte pour montrer que la philosophie de Pic de la Mirandole n'a mené à rien, qu'il a écrit sur pas grand-chose, que sa tentative de synthèse avec la Kabbale était vaine et que ça n'était pas du tout l'érudit qu'on voulait bien le croire. Il faut arrêter de lire Paris Match et quand on se penche sérieusement là-dessus, on voit que Pic de la Mirandole avait énormément de lacunes et que ses synthèses pouvaient parfois apparaître comme grossières, vulgaires et manquer de subtilité. Bref, mais c'est important d'avoir fait cette conférence puisque vous avez un peu d'arrière-plan. Parce que cette querelle des universaux, cette tentative de concilier Aristote, Platon, je vous l'ai dit, traverse l'islam, la philosophie islamique avec Avicenne, Averroès, Al-Farabi et d'autres encore, hein. J'en ai cité qu'une partie les plus connus, l'Occident latin, l'Antiquité tardive avec les néoplatoniciens, et ça va arriver jusqu'à Pic. Et ça va être l'enjeu de ma deuxième conférence. Mais avant d'arriver jusqu'à Pic et de réfuter ce frelonquet qui est admiré par certains, on va devoir passer par la suite de la querelle des universaux par Averroès et Thomas d'Aquin. Puisque sans ça, on ne pourra pas comprendre l'autre arrière-plan qu'a Pic de la question platonicienne et aristotélicienne. Parce que ça s'inscrit là-dedans, et il faut parler spécifiquement de Thomas d'Aquin et Averroès, et comment eux deux ont réinterprété ce que je viens de vous dire, je l'ai déjà un peu dit, et comment ils ont un peu innové, comment Aristote et Averroès et Thomas d'Aquin, je vais y arriver, s'inscrivent dans la querelle des universaux, et Pic, lui, est tributaire de cet héritage à la fois de Thomas d'Aquin et d'Averroès. Et vous avez compris qu'indirectement, via Thomas d'Aquin et Averroès, on remontait à la querelle des universaux. Bref, je m'arrête là, chers amis. Je pense avoir vous avoir bien présenté. C'était peut-être un peu obscur par moment, mais j'étais obligé de couper dans le sujet parce que vous avez vu, le sujet est très très large. L'objectif, c'était de vous faire comprendre le néoplatonisme, pourquoi, d'où ça vient, surtout, quelle est la thèse principale, l'union extatique avec le principe unique, pourquoi et comment ça a été récupéré par le christianisme, et en deuxième partie, vous faire comprendre que le néoplatonisme s'inscrit dans un fond de querelle entre Aristote et Platon, et que le monde chrétien intellectuel, le monde philosophique chrétien, je n'entends pas le monde dogmatique, est l'héritier de cette querelle. Le monde islamique également. Voilà, je pense que j'ai déblayé le terrain. On pourra donner plus de détails dans les conférences qui suivront. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers amis. J'ai fait 1h15, ça me va parfaitement. Je vous rends la parole et merci à vous.
Bah, merci pour cette conférence, Hérode. J'en ai pas loupé de miettes. J'avais pas envie de te plaire, honnêtement. Je me suis dit si certains apprécient pas. Moi, Ouais, je la c'est vraiment bien. réécouterai hein, parce que je n'ai entendu que des brides, hein, malheureusement. Ouais, je la réécouterai moi aussi. Elle était très riche en informations quand même. Merci Mais, Hérode pour la conférence, c'était super bien, c'était intéressant. Merci, mais du coup, Béchamel. ouais, hâte de la suite avec Thomas d'Aquin, du coup, ouais, tout ça, quoi. Ouais, on va en Mangouste, parler, on va en parler. Mangouste, si tu as des questions, problèmes, soucis, angoisses, hésite pas à te démute. Voilà. Non, non, en fait, Mangouste, c'est un peu une conférence, on est enregistré, donc on peut débattre. Et tu peux débattre, ou tu peux débattre par écrit, par oral, comme tu veux, si tu as des questions, des remarques. Ça marche, parce que c'est la première fois, donc je connais pas trop le format, mais merci beaucoup en tout cas pour la conférence. Faut être courageux pour traiter de tout ça en 1 heure et quelques. Alors, juste, si c'est possible, je voulais faire 2 ou 3 remarques vite fait, hein, après on peut les discuter peut-être. Déjà au Quel début, but? quand tu parlais, tu sais, de la relation sur les chrétiens et Oui, l'influence des chrétiens sur Plotin et le néoplatonisme. oui. Euh, tu es passé vite fait dessus, mais à mon avis, c'est intéressant de rappeler que d'une part, il y a des hypothèses assez sérieuses qui disent hein, que Origène, le père de l'Église, était un codisciple de Plotin. Ils avaient le même maître, Ammonius Saccas. Donc, il y avait quand même des liens. Non, 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 je sais pas d'où tu tiens ça, parce que le maître d'origine, c'est Pantène. Ça fait pas de débat là-dessus, parce que c'est le même maître que Clément d'Alexandrie. J'en parlais la dernière fois. Non, Oui, non, c'est mais ça, Si tu c'est as ce que des, j'allais le dire. si tu as des sources contradictoires, moi je les prends, Mangouste. Si tu as des sources ouais, non, contradictoires, mais n'hésite pas à me les donner. je te les passerai parce que tu as des textes anciens qui disent que Plotin avait eu pour maître, tu sais, Ammonius Saccas, cette figure un peu mystérieuse d'Alexandrie dont on ne sait rien, dont il avait hérité une tradition Oui, orale. Et il est dit que Ammonius Saccas avait aussi un autre disciple qui s'appelle Origène, oui, non, et que mais ensuite, on il y sait. a, il y a- Alors, je suis oui, passé là-dessus parce que je l'ai dit au début, je ne voulais pas parler de Plotin. Je voulais parler de la philosophie de Plotin. J'ai donné quelques indications au début parce que je l'ai dit, le cœur de la conférence, c'est de vous faire sentir les points d'achoppement philosophiques qui vont nous intéresser par la suite. Donc, c'était pas parler de la vie de Plotin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. On sait quasiment rien. On n'a que Porphyre quasiment qui nous renseigne dessus. Parce que le Porphyre, lui, a connu Plotin. C'est le seul à l'avoir connu, à avoir écrit dessus. Et il y a beaucoup d'éléments mythiques. On dit qu'il a combattu dans les armées d'Orient, qu'il a été avec Gordien dans la défaite contre les Perses en 253, qu'ensuite le seul endroit dans les Énéades où Plotin parle de sa vie, c'est quand il parle des émeutes qu'il y avait à Alexandrie quand il était à Alexandrie, parce qu'à l'époque il y avait une guerre civile dans l'Empire romain, qu'il y avait des émeutes. C'est le seul moment où il parle d'éléments de sa vie. Autre point, je l'ai dit à un moment, il y a une congruence en quelque sorte entre chrétiens, philosophes et donc néoplatoniciens et gnostiques, puisque je rappelle, Origène a aussi été gnostique dans sa jeunesse, et je l'ai dit, ces trois groupes à l'époque avaient beaucoup de matériaux philosophiques en commun, et il y avait des querelles, il y avait des liens. Plotin lui-même, je l'ai dit, Porphyre en parle, il y avait des chrétiens gnostiques qui assistaient à ses cours, qui étaient membres de son école philosophique, et qui débattaient avec lui. oui, non, mais tout à fait. Non, mais je disais pas ça sur un ton polémique. Je dis juste ça que c'était intéressant de savoir Bien qu'il y a sûr. Ah mais des thèses après, vraiment, si intéressantes. tu as si tu as des sources, n'hésite pas à me les, parce que je ne connaissais, Ammonius, je vois qui c'est, oui, c'est un auteur important, mais enfin, c'est une figure importante, mais si tu as des sources qui nous indiquent que Origène avait Ammonius comme maître, c'est pas impossible, hein, parce enfin, tout le monde avait plusieurs maîtres à l'époque, je l'ai dit, Clément d'Alexandrie, il a eu Pantène, mais il a aussi d'autres maîtres qu'il allait chercher en Grèce, qu'on ne connaît pas, hein, parce qu'on n'a pas leur nom dans les manuscrits qui ont été oubliés. Oui, oui. Donc c'est tout à fait Non, non, possible, je mais rejette pas l'hypothèse, hein. ce que je te dis, c'est pas du, c'est Henri Crouzel, tu sais, le spécialiste Je connais d'Origène. très bien, oui, je connais très bien, oui. Il a écrit un bouquin sur justement sur Platon Je sais, oui. Origène, sur le Plotin Origène, et il explique un Je petit connais peu très bien, oui. les liens et cette idée de filiation commune, quoi. Oui, Et mais après, après, il y avait ça une reste autre. plus une thèse, euh, parce que pour le coup, oui, ça fait pas c'est pas pour consensus, hein. discuter. Oui. Oui, Parce c'est pas qu'il y a consensus. certains auteurs qui vont jusqu'à sous-entendre que le Plotin aurait revitalisé le platonisme en réaction au christianisme. C'est pas entièrement faux, hein. C'est pas, enfin, comment dire, ça n'est pas impossible, mais c'est compliqué à prouver. Oui, parce que tu as aussi, tu sais, avant Plotin, tu as la figure de Numénius, dont on sait que Oui, Plotin commentait les écrits, qui est connu pour avoir dit, tu sais, qu'est-ce que Platon, sur Moïse par le grec. Donc tu avais oui, quand même voilà, une influence juive déjà présente même avant Plotin, quoi. bien sûr. Ensuite, juste une, une petite remarque que je voulais faire vite fait, mais bon, c'est pareil, c'est un peu secondaire, mais tu es passé assez Vas-y, vite vas-y. sur
Mais bon, Je je sais que trouve tu es que c'est. spécialiste, mais c'était pas l'objet, parce qu'en fait, Ouais, moi, l'idée c'était d'arriver assez vite, que vous compreniez pourquoi Plotin est important, enfin pourquoi le néoplatonisme est important, et ensuite arriver à Platon, Aristote, querelle des universaux. L'idée c'était pas de faire une ok. présentation, de rester sur le néoplatonisme, parce qu'en fait après, Non, mais on va faire Averroès, Thomas d'Aquin, et ensuite on fera Pic de la Mirandole. voilà, Mais mais oui, juste vu que tu Jean-Blic, vas-y. Je sais que tu adores Jean-Blic, montres, vas-y. c'est pas que je l'adore, mais vu que tu montres un peu l'affiliation, on va dire, des grandes idées, des débats philosophiques du néoplatonisme jusqu'après l'héritage médiéval, on va dire, Oui, Jamblique est quand même, à mon avis, assez intéressant parce que, ok, il y a le côté théologique, magique, mais c'est quand même celui qui va justement réhabiliter le plus la dimension sensible, puisque dans toute la dimension théologique, dans la dimension du rite, il y a bien l'idée que dans les choses matérielles se manifestent les degrés les plus hauts de la réalité, hein, par les bien principes sûr. d'analogie. Bien Donc, sûr, bah, c'est exactement, mais c'est pour ça que Julien Laposta était vraiment le disciple et le lecteur de Jamblique, parce que l'une de ses grandes thèses contre le christianisme, c'est l'idée enfin de ne plus accorder d'importance au monde sensible. C'est là aussi où il en veut énormément aux chrétiens, hein. Parce que pour lui, la nature, dans l'esprit grec qui est le sien et néoplatonicien également, la nature est un moyen est un moyen pas de communion, mais de pouvoir toucher du doigt l'un, en fait, par la médiation du sensible, d'arriver à cette union extatique avec l'un. Donc là-dessus, Julien Laposta est un vrai disciple de Jamblique et un néoplatonicien, en quelque sorte, totalement. ouais, ouais. Oui, Mais paradoxalement, tu as une filiation de cette idée-là, donc qui vient de Jamblique, tu vois, par les pères de l'Église, et notamment par des gens comme Maxime le Confesseur, qui récupèrent toute une partie de cet héritage théologique de Jamblique pour penser ce que c'est qu'un sacrement chrétien. Tu vois, et oui, après, oui, il oui, est oui. pris par Scott, etc., dans le monde latin, Oui, il mais est traduit, après, ça a influencé. eu moins d'importance dans le monde occidental qu'on va étudier par la suite, parce que la lecture néoplatonicienne du christianisme dans le monde occidental, elle vient surtout de Saint-Augustin. Vraiment. C'est aussi pour ça que j'ai fait un excursus sur Augustin, parce que peut-être dans le monde oriental, sans doute, parce que Maxime le Confesseur est beaucoup plus connu dans le monde oriental, mais dans le monde occidental, c'est vraiment Augustin et Denis l'Aréopagite qui vont transmettre le néoplatonisme. Et le Oui, oui, on est d'accord. néoplatonisme via Plotin directement, et donc ils vont un peu évacuer la question du sensible et de Jamblique quelque peu. Oui, oui, on est d'accord. Puis de toute façon, Jean Scott, ça reste minoritaire dans le monde latin. On est d'accord que c'est pas un Oui. filon qui fait des grosses influences. Et un dernier truc, une dernière remarque assez générale, mais bon, là, c'est aussi. Mais là, qui touche plutôt un peu le cœur de ta conférence, c'est toute cette question donc, de l'opposition radicale de nature philosophique entre Aristote et Platon. À mon avis, ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer qu'il y a au départ une différence de perspective. Tu l'as dit un peu, mais Platon, c'est quand même celui qui connaît enfin, l'époque où le sophisme est naissant. C'est la fin de l'âge des présocratiques qui prônait quand même une espèce de connaissance directe, suprarationnelle, quasi Mhm. mystique, on peut dire. Bah oui, Parménide, hein, Et, notre père Parménide, et hein. donc, et à mon avis, Platon essaye, c'est un peu de ce que disent des gens comme Jean Borella, de faire on va dire un pont entre l'époque des présocratiques et le régime de la discursivité hypertrophiée des sophistes, en développant une voie en fait qui s'appuie sur la discursivité, donc sur le langage, mais Mhm. en essayant de la reconduire par la dialectique à un toucher de nature suprarationnelle. Donc on part des concepts du langage, etc., mais on doit remonter vers un contact, une fulgurance de nature intuitive où on touche les noétones, quoi, les intelligibles. Oui, oui, Alors mais c'est la sous-partie que j'ai un peu coupée sur les noétomes justement parce que je voulais en parler, mais ça aurait été trop long. Oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison. Seulement, je ne peux pas tout faire d'un coup. L'idée, c'était pas de non, j'ai présenter bien. Platon, Aristote. L'idée, c'était de voir les quelques points d'achoppement entre les deux, revus à travers le néoplatonisme, et comment tout ça va infuser dans la scolastique après. Voilà, mais juste, je voulais dire qu'après, Aristote, du coup, on est d'accord, c'est ce que tu veux dire, c'est le philosophe de la nature qui s'intéresse au monde sensible, voilà, il fait Bien ses sûr. classifications zoologiques, mais il n'a pas, Les je dirais même, animaux, oui. dès le début, je ne pense pas que chez Aristote, dès le début, tu vois, tu as la même perspective, même de nature spirituelle, tu vois, on sent que c'est des gens, entre Platon et Aristote, qui ne cherchent pas la même chose. On est Voilà, d'accord, des on est moraux d'accord. philosophiques. Seulement, ce sont les deux qui ont le plus influencé la philosophie antique et même l'Antiquité tardive. Donc, Ouais, ouais. Mais disons que cette c'est. différence Même la de Renaissance sensibilité, d'ailleurs. tu la retrouves, parce que Oui, tu merci, sais, dans merci le. pour cette intervention. Oui, mais écoute, j'essaye. Oui, non, Ok. mais ça ne sert à rien de parler pour parler, Colo, dans la vie. Tu sais, je me tue à te le répéter. Vas-y, Mangus, continue. Mangouste, C'est vraiment un pourri, je hein. t'invite à faire une conférence qui pourrait compléter
justement le savoir que vient de nous apporter Hérode. Parce que je pense que ce serait très intéressant et que les personnes qui présentent auraient envie d'écouter ça. Ouais. Parler plus de Ouais, l'histoire là, je suis désolé, d'Aristote, etc. je veux pas trop troller en faisant des commentaires longs, mais vu que c'est des sujets Non, qu'on non, moi aborde. j'adore, j'adore. Non, non. Pour une fois Non, que j'ai non, ouais, non, un mais interlocuteur qui ait compris ce que j'ai dit et qui ait quelque chose à dire, ça, je suis totalement transcendé. Donc vas-y, continue. Ouais. Et donc après, donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce lien entre Aristote et Platon, tu le retrouves par exemple chez Proclus, qui est donc un peu la Oui, grande oui, figure du ah, platonisme, je vais dans en la parler, théologie ouais. platonicienne, un de ses derniers c'est bouquins. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et dans la théologie platonicienne, Proclus dit un truc intéressant, donc il refait un peu l'historique de la pensée platonicienne, où il dit qu'après Platon, la lumière de la vérité platonicienne s'est perdue, elle s'est retirée au fond du sanctuaire, et finalement c'est Plotin donc, qui la ravive, et il présente en fait le cursus du néoplatonisme, et en fait il prend la structure du temple un peu comme structure architecturale où on progresse, et jusqu'à arriver au sanctuaire qui est l'expérience de l'époptéia, quoi, Oui, de l'expérience mystique. Et il dit en fait que Aristote, il correspond en fait au portique, quoi, à l'entrée. mais tu as compris. Alors, Oui, ouais, c'est ben, lui qui ben, transmet Ouais, bah, du coup, ouais, les règles de c'est ce que logique, du moderne, c'est ce que j'ai dit via l'exemple abécéder les différents stades de la connaissance. C'est là où ils essayent de faire la jonction, Mm. les néoplatoniciens, entre Aristote et Platon. C'est vraiment sur Ouais, cette voilà, ouais. idée de processus de connaissance et comment dire, d'arriver à la vérité via plein de processus, forme psychique, forme intelligible, et d'arriver à cette union extatique avec l'un. Donc en fait, Ouais. c'est une question de lier les deux processus. C'est totalement Voilà, ça. mais en tout cas, Ouais, c'est la ça, ouais. perspective, à mon avis, assez juste des néoplatoniciens, c'est d'avoir compris que Aristote, de par l'intention même de son œuvre, n'a pas les moyens ou l'intention Oui, parce que de ça n'était pas son but. Lui, l'union extatique, ça ne l'intéressait pas du tout Aristote. C'est pas dans sa pensée, en fait. Oui, tout à fait. Et donc Mais en après, voilà, fait, à ces deux sensibilités qu'on retrouve après, voilà, d'accord, dans le médiéval. Parce que si tu compares, exactement. c'est un peu polémique, mais si Est-ce- tu compares un auteur comme Thomas Gallus, tu vois, à l'époque médiévale, ou chez les Victorins en général, on va dire, ou le Oui. courant néoplatonicien, enfin, platonicien tardif chez les chrétiens, tu compares Mhm. ça à d'Aquin, en dehors du cadre vraiment philosophique, hein, de débattre des questions métaphysiques, tu sens quand même qu'il y a deux ambiances vraiment différentes, quoi. Ah bah C'est-à-dire, oui. même de phénoménologie, comme tu disais, je pense que c'est des gens Et qui n'ont c'est pas un- Vas-y, vas-y, vas-y. Non mais, alors Mangou, j'adore discuter avec toi. C'est juste que j'aimerais bien donner la parole à un peu tout le monde. Si Ouais, quelqu'un a pardon, d'autres remarques, je noté. questions. Non, non, t'inquiète, je te laisserai parler après. Mais juste s'il y avait d'autres remarques, questions. Parce que vous êtes pour la plupart restés depuis le début. Donc je suis très étonné d'ailleurs pour une conférence de cet acabit. Je pensais que vous alliez partir les uns après les autres. Ça m'aurait pas dérangé d'ailleurs. On pourrait continuer. Mais C'est vrai que Mangouste a soulevé Proclus, mais c'est super intéressant aussi, Proclus, pour le coup. c'est vrai, Il c'est a fait vrai. le Mais commentaire sur après, Parménide et bah ouais, tu t'en as pas trop parlé, mais non, il non, développe non. toute l'idée apophatique euh, plus, quoi. Voilà, c'est Oui, bien super sûr, mais intéressant. après, voilà, pareil, moi, mon objectif, je vous l'ai dit, c'est mettre en slip Pic de la Oui, bien sûr, Mirandole et oui. ceux qui l'admirent. Donc, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Ah oui, non, mais bien sûr, oui. Non, mais de toute façon, c'est impossible d'être exhaustif en 1h30, hein, évidemment. Oui, C'est une oui. introduction, donc ça va. Oui, voilà, c'est introduction pour comprendre ensuite le fond des querelles qu'on va aborder la prochaine fois. Et même Thomas d'Aquin-Averroès, même en ne parlant Ouais. que des deux, ça va être compliqué de tout résumer. Mais je vais essayer. Mais ouais, c'est super intéressant, hein, la philosophie épistémologique, même, ah ouais, même les travaux récents, après, ça donne la philosophie analytique. Dommage que je l'ai tagué, mais dommage que Onyx soit pas là, il est à fond là-dedans. Il aurait adoré, hein. Ouais, il aura adoré. Ouais. Ok, Fight, aucun problème. Bah, si tu as au moins retenu quelque chose, c'est bien. Tu auras retenu l'extase plotinienne. Ah, voilà, tu es en extase, Fight. Ah, d'autres remarques, questions, chers amis? Fnord, bon, Kéros qui est arrivé un peu tard, Golem du Havre, hein, tu as le droit de parler, Megumi bien sûr, même l'obscur personnage a le droit de parler, enfin vous avez le droit de parler. Hmm. Allez-y, chers amis. Ou pas. Et alors je monologue Alors, avec Mangouste. bah écoute, Hérode, moi j'ai adoré. Tu m'as fait replonger dans cette querelle sur les universaux, qui est un sujet que j'adore vraiment et que Ah, j'avais même pas pensé à ça depuis au moins, je sais pas moi, 3-4 ans facile. Donc merci, vraiment, parce que oh, franchement, je suis ému.
Ah, ça fait Ah plaisir, mais Megumi. vraiment, mais j'adore ce sujet, je trouve ça hyper intéressant. Accessoirement, j'ai changé de point de vue 400 000 fois, mais mais c'est pas grave. Tu sais, je suis le genre de nana, j'ai lu un truc, je dis: «Ah c'est génial, hein, c'est génial, c'est sûr, c'est ça la vérité». Puis après je lis un mec qui dit le contraire, je me dis: «Oh, mais en fait il a raison lui aussi, merde». Donc voilà, enfin Ouais, bref, ouais, mais c'est bah, parce c'est que ça, c'est un hein, ouais. sujet, qui est vraiment, enfin qui est en fait toutes les positions m'ont toujours eu l'air intéressantes. Oui. Après, il y a des choses que j'ai plus survolées parce que moi, je suis pas trop du côté des nominalistes et tout, c'est pas c'est pas c'est pas pour moi. Mais voilà et du coup, je me rends compte, en t'écoutant, je me disais: «Mais non, mais en fait, je suis vraiment aristotélicienne pour ma part». Après, il faudrait quand même que, voilà, je creuse encore d'autres pistes, hein, parce que de toute façon, c'est un peu infini tout ça, Ah oui, mais c'est voilà, infini, oui. oui, oui, oui. Non, mais attendez, dans 2 mois, j'aurais reviré encore, ma cutie, enfin bref. Oh, Je j'adore. suis insupportable. Mais non, mais Non, mais c'est rendez-vous à passionnant. C'est l'évidence et passionnant parce que ça pardon, mais ça en dit long sur tellement de trucs. En fait, ça a tellement de d'implications et D'implication, ouais, c'est mais ça. oui! Mais C'est tout. ouais, c'est fou, ouais. c'est incroyable. C'est pour ça, à un Même moment, même j'ai pour dit, on refait toute quelque part, c'est la philosophie dans son entièreté qui est condensée là-dedans. Toutes les grandes problématiques sont là, hein. mais Bah oui, oui et ouais. puis après ça influence totalement ta vision métaphysique finalement parce que ça change tout et du coup, bah, voilà, bah, prochaine mission, saint Thomas d'Aquin, hein, pour moi, en fait, hein. Parce que Ça va, je ouais. l'ai survolé et c'est une honte. Moi, je vais le Faut survoler pas aussi parce qu'en survoler. fait, la prochaine conférence, on va pas parler toute son œuvre, hein, parce que c'est pas du tout l'objet, hein. C'est pas de faire un prêche thomiste, hein, c'est de voir Bah sur oui. quel point philosophique Averroès et Thomas d'Aquin ont été en désaccord et d'autres en accord. Parce que je le résume très grossièrement, mais on verra comment, en fait, Thomas d'Aquin a vraiment réfuté philosophiquement Averroès sur certains points, mais que même s'il ne le dit pas, Thomas d'Aquin est un résidu de l'avéroïsme médiéval, comme plein d'auteurs de l'époque, en fait. Bref, on Ah le verra. ça va être passionnant. Ça va être incroyable, je pense. Je vais essayer Donc aussi de faire voilà. une grosse intro sur la vie d'Averroès un peu quand même parce que c'est quand même voilà au moins que certains musulmans qui peut-être écouteront la conférence diront ah ouais on a eu ça dans notre civilisation, c'est dommage qu'on l'a un peu persécuté. C'est ça. Voilà, Voilà, les mais pères très et Donc Adam content, vont voilà. être réfutés, hein. J Voilà. Megumi, je suis ravi que ça t'ait réanimé un intérêt pour toi, je suis très content de ta réaction, très ému, merci d'être venu. mais je t'en prie. Béchamel, mon frère manichéen Béchamel. Et grâce à Hérode, eh ben, il va se coller Megumi va se taper la somme théologique. C'est une bonne nouvelle. Voilà, sans le vouloir, je pousse les apostats au christianisme, voilà. Voilà, c'est la logique même de la volonté divine. Mais j'ai Exactement. juste une question. J'ai une remarque parce qu'en fait, souvent, on parle de Platon et son aller vers l'un, donc il y a quand même une certaine forme de monothéisme, mais ça a pas l'air d'être un monothéisme à la Mais en fait, chrétienté de l'époque. En fait, ça ressemble plus à l'hindouisme, c'est d'après ce que j'ai compris. ben, C'est genre, il y a un Dieu ben, et il y a plusieurs ouais. manifestations, quoi. Ben, en fait, c'est là où toute l'ambiguïté, en fait, c'est pour ça que des auteurs comme Augustin ont été attirés, parce qu'il y a cette idée de contemplation de l'un. Donc, c'est le mot caché, enfin, c'est pas Dieu, mais c'est un peu l'idée quand même. Et ça renvoie un peu à la méditation, à la prière, ben, chrétienne du Dieu monothéiste. Mais de l'autre, il y a quand même ce résidu où Platon, et Plotin également, n'a jamais renié, les divinités, mais on comprend, même déjà Ah bah oui, chez oui, Platon, complètement. avant sa relecture par Plotin, on comprend déjà c'est quand même un peu en second plan. Et Plotin encore plus sur la question un peu des rituels. Donc, mais c'est pas nié pour autant. Bah, pas tellement, hein. C'est pas. Ben, Plotin Platon, affirmait qu'il fait beaucoup appel au mythe, régulièrement, faut au mythe. heu ouais, non, mais Mais bah, même euh, par exemple, le Kairos qui est là d'ailleurs, voilà, oui. je le salue. Voilà, L'idée Plotin du pas. Kairos, il en fait appel, c'est une divinité secondaire, mais voilà, Oui, c'est ou alors le daimon aussi, il en parle, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est pas comment dire, divinité. Il y a aussi divinité et divinité. Ce qu'on entend, c'est qu'il faut pas calquer notre vision de ce qu'est le religieux sur la leur, en fait. Euh, le Oui, divin oui, pour ouais, les bah, Grecs, complètement, ouais. c'est pas le divin dans le monde judéo-chrétien, en fait. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des parallèles entre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut faire des parallèles dans tous les domaines entre ascète et mystique, peu importe les traditions. Il y a toujours cette idée de se concentrer sur un principe et d'être en union mystique, en extase sur lui, hein.
les bouddhistes, il y a un peu une idée parallèle aussi, hein. Ouais, ouais, non, mais complètement, ouais. J'ai Mais envie de dire, après, c'est mystique juste et pour ascète répondre de tous les à... pays. Pardon, vas-y. Ouais, non, pour répondre à Béchamel, comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai Ah merde. oublié. Concentre-toi, Zertor. Faut que je me Oublie ces concentre. trans, Zertor. Oublie ces trans qui Non, t'obsèdent. non, non, oui, non, ce que je voulais dire, c'est que Platon, c'est... Oui, c'était il y a 2300 ans, c'est pas le même monde du tout, quoi. Voilà, c'est tout. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. Bah écoute, à la prochaine fight. Au plaisir, cher ami. Je suis très content que tu sois venu. Ouais. Merci d'être venu. En plus, on pourrait presque parler de psychologie moderne avec Plotin, ouais, et son idée de. Bah, il a influencé Carl Jung, quoi. Du coup, sur l'idée de monde psychique, de psyché collective, Bah il a oui, mystifié le ouais. concept de forme chez Platon déjà de base. Bah de toute Oui. manière, oui, j'ai envie de dire, de manière générale, c'est peut-être la psychologie qui a repris tout ça, parce que... Enfin, la psychanalyse, parce que... Bah forcément, oui, Mais d'ailleurs, je crois que même Freud utilise le... Il n'y a pas ça chez Freud? Il utilise Ah, moi, pas j'ai raté la ce truc conférence. avec le surmoi, l'image du cocher un peu, non? Peut-être que je pars en délire total, mais... Bah, tu veux dire, ah oui, oui, le moi, le ça. Oui, c'est vrai qu'il Sur y a moi, ouais, peut-être Ouais, voilà. de Freud, il y ouais, a il y a peut-être ça. une inspiration platonicienne dans les stades de réalité. ouais, C'est vrai ouais. que c'est tout à fait possible, hein. Je Il sais pas si reprend c'est le cocher ailé, je crois, hein. Ouais. peut-être. Ouais, l'idée du surmoi, c'est un peu le 1, mais version individualiste, quoi. C'est ça. Bah oui. C'est un peu. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un peu l'intelligible de la personne, ouais. En tout cas, oui, forcément, vu que ça touche à la connaissance, enfin, oui, la psychologie, c'est quand même intéressé à ça, quoi. Ah oui, oui. C'est vrai qu'en fait, si on transpose un peu on enlève le vocabulaire philosophique de toutes ces querelles médiévales, arabes, chrétiennes, c'est avec un langage très philosophique, c'est un peu les mêmes discussions de Freud sur comment est régie l'âme humaine, en fait, entre moi, ça, sur moi, Jung. C'est de la psychologie ou de la psychanalyse avant l'heure, hein. Juste que Bah la oui, manière de Ouais. penser et d'approcher les problèmes est différente, hein. ouais. L'imagination, pardon, chez Averroès, bah, il y a déjà c'est quasiment une idée psychologique avant l'heure, en fait, hein. Psychanalytique, Bah pardon. ouais, ouais. Bref. D'autres remarques, chers amis. Fnord, toi, je sais que tu es venu, que tu as aussi un intérêt dans le sujet, n'hésite pas à intervenir. Mangouste, pareil, si tu veux revenir sur la question. Golem du Havre, pareil. Michel, pareil. Vous tous, ici réunis. Moi, je veux entendre Golem du Havre, hein, voilà. Voilà, bah oui, oui, voilà, c'est ton sujet, Golem du Havre. Ah bah, ce fut un plaisir, Mangouste. N'hésite pas à venir pour la suite. Je sais pas encore quand est-ce que ce sera. Mais moi, j'ai très hâte de mettre en slip peak et que voilà, un certain marchand redescende de quelques étages. Et ça va, Merci. Annule-moi ça tous va ces être. Sophie, s'il te plaît. Ah non, mais là, je pense Béchamel et Yann, ils vont m'aimer parce que je vais mettre en slip pic de la Mirandole et même un peu mettre en slip la cabale chrétienne. Non, mais moi, Ouais, il y je a veux la Cabal. conférence en deux parties, voilà, Colomb en première partie. Ah non, mais ça va être légendaire, hein. Ah, ça va être légendaire. Il faut juste qu'un obscur personnage fasse la conférence de présentation et on fera ça un jour, mais ça va être violent. Je vais être Ça va pas conférence être violent. clash, moi, voilà. Non, ce sera pas un clash, ce sera détaillé, ce sera très sourcé par contre. Je mettrai toutes les sources, tous les travaux, même les sources, enfin les œuvres de Pic elles-mêmes, je les citerai, et vous verrez que enfin, c'est pas quelqu'un d'abruti ni d'inintéressant, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses qui tiennent pas debout, et qu'on en a fait un mythe, qu'on a surestimé ses capacités là où il n'y avait pas lieu d'être. Non, non, c'est pas des sensations fortes, c'est rétablir la vérité. En fait, en détruisant ton idolâtrie et tes idées reçues, parce que ta vie entière est faite d'idées reçues, d'idées préconçues, je combats pour la vérité. Je combats dans le chemin pour la vérité, donc je suis dans l'ascèse théorétique que Plotin pratiquait. Je suis en droite lignée dans mon sujet. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, la connaissance que Pic avait de la Kabbale, je vends pas de mèche, mais il n'y a pas de quoi, ça tient pas debout. Vous allez voir que ça tient pas debout. Donc c'est pour ça, si Yann, tu as envie d'appeler l'archevêque pour qu'il fasse le sponsoring de la conférence, n'hésite pas, hein.
Là, 2 heures, je réfute la cabale chrétienne. Et du coup, Héro, tu vas traiter de l'œuvre de Pic de la Mirandole sur ses écrits de la dignité humaine ou tu vas parler d'autre Non, chose? ça, moi, non, parce que ça, c'est pas. En fait, j'en parlerai, mais ça, c'est une œuvre secondaire, totalement secondaire, qui a été. Euh, on lui a donné l'importance après. Non, en fait, dans mon idée, et je vais peut-être le redécouper, et ça fera une série Netflix, je voulais faire. Donc, une fois qu'on aura fait Averroès et Thomas d'Aquin, on aura l'arrière-plan principal pour comprendre les querelles de Pic, enfin, le monde intellectuel de Pic de la Mirandole. Dans mon idée, je voulais faire Pic de la Mirandole, la Kabbale et le néoplatonisme en première partie. Et deuxième partie, Pic, Aristote et Platon en deuxième partie. Mais il y a moyen que je découpe et que en fait la première ce soit uniquement Pic et la Kabbale, parce qu'il y a moyen d'en faire une conférence à part, et ce sera sans doute ce que je vais faire. Donc il y aura une partie, en fait, il y aura soit 2 ou 3 conférences. Une, ce sera sur la Kabbale, où je vais vraiment détailler qu'est-ce que Pic connaissait de la Kabbale, les manuscrits, les traducteurs, sa connaissance de l'hébreu, sa connaissance de l'araméen. On verra que c'est beaucoup plus lacunaire qu'on peut le penser. Qu'est-ce qu'il pensait, quel était son objectif, quelles étaient ses thèses. Deuxième partie, ce sera un peu comment Pic a échoué à répondre à la querelle des universaux. Donc, dans tous les cas, on va le faire redescendre en fait. Mais tout sera sourcé. Hein. Pic va redescendre de son pic. Hein. Ah, il va redescendre, mais très violemment. D'ailleurs, l'objectif de Pic, c'était un peu de détruire le catholicisme, mais enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça où il allait voir un pape pour le séduire avec la Kabbale en mode ouais, il y a la Trinité dans la Kabbale, regarde. Finalement, le On va en pape parler. l'avait un peu compris, On et va, ce pape je- en question a signé quelques alors, mois je- plus tard. alors, on en parlera. Il y a beaucoup de légendes aussi autour de Pic, mais je détaillerai tout. Je citerai Pic dans le texte et, et, vous verrez, en fait, vous verrez. Vous verrez que c'est pas un démon non plus. Hein. C'est ni un démon ni un saint. C'était un être humain normal. C'était Voilà, un c'était gogoy, quoi, voilà. Non, c'était pas un abruti non plus. C'est pour ça que je vais pas détruire un mythe, mais on va arrêter un peu de fantasmer sur des affabulations. On va citer les textes, on va citer les contacts de Pic, et vous allez voir. Voilà. Mais je ne vends pas la mèche. Je vends pas la mèche. Mais je serai très très précis dans la conférence sur la Kabbale et Pic. Au poil de cul près. Selon certaines rumeurs, il avait un amant, c'était un homosexuel. Mais, Ça, j'en parle pas. Ça, en fait, pour les empoisonnements, le démon, le pape, l'homosexualité, vous demanderez aux marchands de Paris Match de vous faire le topo. Moi, j'en parlerai pas du tout dans ma conférence. Moi, ce sera purement une conférence philosophique intellectuelle. Quelles étaient ses influences, quelles étaient ses pensées, quelles sources il utilisait. En fait, moi, je vais essayer de vous mettre dans l'idée. Imaginez, Pic est au XXIe siècle. Il a accès aux bibliothèques du Collège de France. Qu'est-ce qu'il fait de toute cette connaissance? Qu'est-ce qu'il peut lire dans la langue originale? Qu'est-ce qu'il connaît de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide à traduire le grec ou l'hébreu? Quelles sont ses opinions? En fait, c'est ça que j'ai essayé de vous faire percevoir, c'est les potentialités intellectuelles de Pic, qu'est-ce qu'il pouvait, à quoi il avait accès. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très détaillé. Le reste, la vie privée, ça c'est Colo qui s'en chargera dans une première partie. Il parlera, en fait, il fera son côté Paris Match, voici, comme il sait si bien le faire, et vous aurez des éléments sur sa vie. Moi, j'en ai rien à battre, honnêtement, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse chez Pic. Ok, bah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ah, je connais pas euh, Andrea Circla, là, ce que tu m'as envoyé directement. Ah, Ah, pardon. Excusez-moi. Ah, bah Ouais, non, je je sais ne pas si tu connaissais le pas connais. Frédéric. Non, Frédéric, je ne le connais pas. Je le Voilà, c'est découvrirai un avec grand plaisir. ami à moi. Voilà. C'est un grand ami. Les néoplatoniciens sont partout, hein, voilà. Là, ils sont partout, déjà, ils sont tous derrière la Kabbale, ils sont tous derrière la mystique rénane, donc voilà, quoi. Allez, c'est bon, ça repart. D'autres questions, chers amis? Ou on botte, vous avez d'autres remarques sur le sujet, ou on passe à autre chose, vous me dites. Même l'odieux personnage peut s'exprimer, poser des questions, il a le droit, il appartient à cette communauté, donc il a le droit de s'exprimer. Je lui donne ce droit, je lui octroie. Allez-y, cher ami. Même Yann, voilà, Fnord, allez-y. Même Kéros, hein, si tu es venu vers la fin, tu as le droit de poser une question, de poser, enfin, voilà, d'échanger. Porte est ouverte. Même Megumi, si elle veut remettre une couche, La même Yann. mégo... La mégoumée métaphysique. Eh ben,
Megumi, moi je te donne un conseil. Si tu arrives à exciter Aromatismo à la querelle des universaux plutôt qu'à l'exciter sur d'autres choses, je pense que tu rendrais service à l'humanité et à son âme. Donc voilà, essaye de l'initier, s'il te plaît, pour le bien de son âme. Non, mais alors, tu sais, déjà, sur le monisme et tout, on en avait parlé et c'était, comment dire, Haroum est très, il est pas fermé parce qu'il en parle sans mal, mais ouais, c'est pas exactement ses sujets, on va pas se mentir. Ouais, lui, Mais c'est plus. j'essaierai, Hérode. League of Legends. Non, c'est bon, j'arrête. Non, mais League voilà, Lady, voilà. il faut trouver un truc pour l'exciter intellectuellement et le sortir. Il faut qu'il comprenne que l'union, enfin comment dire, la connaissance vue comme union divine, ça va lui faire du bien dans la vie. Faut qu'il fasse comme Al-Farabi en fait. Faut que ça devienne le Al-Farabi parisien, voilà. Le Alfarabi de Sucy-en-Brie. Je n'en dirai pas plus. Voilà. D'autres remarques, chers amis? Ou on s'arrête là. Je suis très content en tout cas que je n'ai pas parlé dans le vide, je n'ai pas prêché dans le désert, ça vous a évoqué des trucs, vous étiez déjà connaisseurs, on a eu une belle discussion, donc moi je suis très content du niveau des discussions, honnêtement. C'est pas pour vous flatter, parce que j'aime pas ça, mais je vous le dis quand même. Réponds. S'il n'y a plus d'autres questions, chers amis, je crois qu'on va couper le bot. Plus d'autres remarques. Même un certain personnage ne veut pas s'exprimer, il attend que je coupe le bot hein, pour cracher son fiel, j'en suis sûr. Allez, je coupe le bot, je donne rendez-vous à la cathédrale et au public YouTube pour Thomas d'Aquin, Averroès, la suite, et juste après, on s'occupe de Pic de la Mirandole et d'Épicien, voilà.